Je me mets juste à pleurer devant elle. Et à ce moment-là, je me dis, c'est pas du tout ça ce que je fais. Je me réveillais, j'avais pas l'énergie de sortir de mon lit. J'étais une coquille vide. C'est ma mère qui m'avait dit ça. Genre, parfois, elle me disait, on était à table ensemble. Normalement, t'es hyper souriante, t'es bavarde, t'es enjouée et tout. Et là, juste, t'étais là, t'étais silencieuse, tu parlais pas, le regard un peu dans le vide et tout. J'ai perdu cette joie de vivre. Et on avait souvent ces discussions avec des proches, tu vois, genre, Julia, il va falloir que tu t'endurcisses, hein, parce que tu peux pas te permettre de pleurer comme ça, à chaque fois que t'arrive un truc, tu faut pas que tu sois aussi faible, tu vois, c'était un peu ça le truc. En fait, on devrait tous montrer notre vulnérabilité, tu vois. Et en fait, c'est cool d'être hypersensible, tu vois. C'est pas du tout une faiblesse, et moi, je m'étais toujours dit que si je pleurais trop, ça allait être un gros problème pour moi dans la vie professionnelle, parce que les gens, ils allaient m'écraser, j'allais me faire marcher dessus. J'aime pas trop ce côté girl boss, j'ai vachement déconstruit le mythe un peu de la girl boss. Et oui, je pense que je manque de confiance en moi, je pense que je doute énormément de la valeur de ce que je fais. Très souvent, j'ai peur que mes clientes soient pas contentes, que les gens avec qui je bosse soient pas contents. J'ai fait de l'hyperphagie. J'avais hyper honte de pas être capable de me contrôler face à la nourriture. J'ai l'impression d'être sale limite. Je viens de voir les statistiques de ma chaîne YouTube. Je vois que vous êtes 86,4% à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Si tu es un visiteur ou un auditeur, un spectateur, un peu de passage, un peu au hasard, bon, c'est pas très grave que tu sois pas abonné. Mais par contre, si tu trouves que les épisodes que je suis en train de proposer, où je parle de santé mentale, de relations avec les entrepreneurs, et que ça t'apporte énormément de valeur, franchement, ça me ferait juste super plaisir que tu puisses t'abonner, que tu puisses liker, que tu puisses commenter, juste soutenir la chaîne. En fait, c'est de cette manière-là que YouTube va me mettre en avant, va mettre le contenu en avant, et je vais pouvoir proposer des épisodes de plus en plus qualitatifs avec ton soutien. En contrepartie, je te promets que je vais faire en sorte de faire des épisodes de qualité de plus en plus dingues, de plus en plus ouf, et apporter le maximum de valeur possible. Donc voilà, si jamais tu peux t'abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je te laisse reprendre l'épisode. Ciao. Julia, Mike, ça va? comment tu vas? Très bien, et toi? Ça me fait plaisir que tu viennes. Écoute, je suis très contente d'être là. Très content. J'ai hâte de découvrir un petit peu ta petite histoire. Julia, je commence toujours pareil, mon podcast. Si tu peux te présenter brièvement ce que tu fais, qui tu es, en moins de 5 minutes pour les personnes qui nous écoutent et qui regardent le podcast. Ok, ça va être encore plus court. Donc, je m'appelle Julia Cantaradjou, j'ai 23 ans. Les gens sont souvent surpris quand je dis mon âge. Du coup, je suis conférencière, hôte également d'un podcast qui s'appelle Julia Wonders, où j'interviewe des personnes inspirantes. Mon message, c'est souvent oser réaliser vos rêves. J'encourage les gens à du coup suivre leur passion et à écouter leur voix aussi, suivre une voix qui les inspire eux. Et à côté de ça, je travaille aussi sur le personal branding. Donc j'accompagne des femmes entrepreneuses à prendre la parole sur LinkedIn, à porter leur voix. Et au final, c'est aussi un message d'empowerment, tu vois, avec Nina. Donc je travaille avec Nina Ramen, que tu as reçu aussi sur le podcast. Et en fait, on dit souvent que LinkedIn, c'est juste un prétexte pour au final former des femmes, les accompagner et surtout qu'à la fin, elles se sentent plus confiantes et qu'elles osent porter les messages qui leur tiennent à cœur et qu'elles prennent le pouvoir en fait par les mots. C'est un peu ce qu'on dit. Donc, si je résume, c'est un peu encourager les ambitieux à réaliser leurs rêves et les femmes à oser. Ok. Et on va parler un petit peu business. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, là, à 23 ans, de te dire j'ai envie d'inspirer les gens et être conférencière, inspirer les femmes? On va peut-être revenir sur ça, mais moi, je trouve ça super inspirant, super hallucinant, quoi, déjà à ton âge aussi jeune, de te dire que tu as envie d'inspirer des gens. C'est quoi qui t'a donné le fire, entre guillemets? Ouais. En fait, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui m'ont donné le fire. Première chose, c'est que j'ai fait une école de commerce. Et donc, tu vois, dès la première année en école de commerce, je voyais énormément de gens qui se précipitaient dans les filières, genre conseil, finance, etc. Et je me disais, attends, comment c'est possible que sur une si grosse population de gens, t'aies autant de personnes qui se retrouvent dans les mêmes filières? C'est pas que autant de gens ont les mêmes désirs, c'est qu'au bout d'un moment, t'as un formatage, entre guillemets, hein, je suis pas conspirationniste, mais en fait... Fais gaffe, hein. Commence pas avec des trucs directement dans le podcast comme ça. Non, mais en fait, t'as une certaine valorisation de ce que c'est la réussite qui fait que beaucoup de gens vont s'orienter vers les mêmes filières, tu vois. Et qu'est-ce qui est considéré comme la réussite dans les écoles de commerce? Les filières conseil, finance, etc. Tu te dis, comment c'est possible que sur une telle population de personnes qui arrivent en école de commerce, t'as pas autant de gens qui veulent faire du conseil ou de la finance, tu vois. T'as juste énormément de gens, au bout d'un moment, qui, une fois qu'ils arrivent dans ces écoles, ont l'impression que la réussite, c'est ça. C'est d'aller bosser dans un grand groupe et de monter les échelons dans une boîte, etc. Et je me disais, c'est trop dommage parce que je suis sûre que toutes ces personnes-là, elles ont plein d'aspirations personnelles, tu vois, des choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Et je me dis, on est à la fois dans une époque où
bah, on a quand même un changement climatique, tu vois, il y a plein de causes qui peuvent nous tenir à cœur. Et aussi, une époque où je me dis, mais en fait, il faut qu'on exploite nos passions, tu vois, parce que on a vu beaucoup nos parents souffrir dans des jobs où ils n'étaient pas forcément alignés, où tu vois, on a été, enfin, dans nos grands-parents, peut-être des générations qui ont vécu la guerre aussi, qui ont dû subir. Et en fait, tu dis aujourd'hui, on a quand même la chance de plus être dans ces contraintes-là, en fait, plus alimentaires. Et en fait, on peut quand même se permettre, surtout dans des publics d'école de commerce, tu vois, Ouais. de faire un job qui soit pas qu'alimentaire. Mm. Et donc, du coup, je pense que le message que j'ai voulu faire passer, surtout quand j'ai créé le podcast, c'était de dire à ces jeunes-là aussi, tu vois, et pas que, hein, et aussi des personnes qui sont actuellement salariées, qui ont déjà terminé leurs études, bah, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, tu vois? Est-ce que vous vous êtes écouté dans ce choix de carrière? Ouais. Est-ce que vous vous êtes posé la question, déjà? Mm. Et puis après, il y a d'autres choses qui ont alimenté ça, tu vois. Ça, c'était pour le podcast. Mais après, ce qui m'a donné envie de faire des conférences, c'est que quand j'étais étudiante, j'ai découvert les conférences TEDx sur YouTube. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ces formats-là. Je pouvais passer mes week-ends entiers à regarder des vidéos TEDx. À quel âge? Je pense que ça, c'était quand j'étais au lycée. Ah ouais, donc c'est jeune quand Donc même. c'était jeune, ouais. Petit aparté, je voudrais juste te dire que les studios que tu es en train de voir là actuellement, de l'envers du décor, sont désormais disponibles au public. Donc si jamais tu as envie de te lancer dans le podcast en 2024, sache que je serai là, je pourrai t'accueillir et je pourrai t'aider à lancer tes nouveaux épisodes. Je te mets le lien en description où tu pourras voir un petit peu tout le descriptif du studio. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et en fait, j'ai assisté à un TEDx en vrai, parce que c'est des événements publics à la base, Ouais. et après qui sont retranscrits sur YouTube. Et j'ai adoré, en fait. Et je me suis rendu compte à la fin du TEDx que c'était des étudiants qui l'avaient organisé. Et ça, je savais pas du tout, parce que moi, j'ignorais totalement comment c'était fait. Et en fait, j'ai découvert que dans plein d'écoles en France, il y a des associations TEDx locales qui existent. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, OK, je veux faire ça pendant mes études. Donc, du coup, j'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai fait 2 ans de prépa et après, j'ai fait une école de commerce. Et dès que je suis arrivée en école, bah, je rejoins l'asso du TEDx. Et déjà, en fait, quand j'étais dans l'asso, mon rôle, c'était de trouver les speakers. Et du coup, quand tu trouves les speakers, bah, je cherchais des profils hyper inspirants, qui avaient tous une histoire à partager, tu vois, un message hyper fort, qui avaient fait preuve d'énormément d'ambition, d'audace pour réaliser leur projet. Et du coup, ça m'a énormément inspirée à moi-même me lancer. Mais ça m'a aussi inspirée à faire passer le message que eux faisaient passer dans ces conférences, qui était au final d'oser rêver grand. Et du coup, ça m'a suivie. Et la deuxième année où j'étais au TEDx, l'équipe me dit, OK, on n'a personne pour présenter la cérémonie, en fait. On a les speakers, mais il faut quand même quelqu'un qui soit maître de cérémonie, qui introduise les personnes et tout. Et personne n'était chaud pour le faire. Je pense que les gens avaient pas mal peur de prendre la parole en public. Et ils m'ont dit, bah, Julia, vas-y, toi, tu connais bien les gens, c'est toi qui les as préparés, c'est toi qui les as choisis et tout. En plus, t'es à l'aise, vas-y. Et en fait, j'ai adoré faire ça. Donc, je me sentais hyper à ma place, en fait, quand j'étais sur scène. Ça me rappelait un peu quand j'étais petite et que je donnais des spectacles de danse. Enfin, c'était un truc hyper gai pour moi. J'avais pas du tout genre cette peur. Enfin, c'était un stress, mais c'est un bon stress, tu vois. Pour moi, c'était un bon stress de prendre la parole. Et à la toute fin du TEDx, il y a un ami à moi qui est dans la salle et qui me dit bon, bah, la prochaine, c'est toi, tu vois. En mode, la prochaine, tu seras pas maître de cérémonie, mais TEDx speaker. Et à la fin, je me dis mais de quoi il me parle, lui, tu vois. Moi, tous les speakers que je voyais, ils étaient hyper inspirants, ils avaient fait des trucs incroyables, ils avaient créé des boîtes, certains étaient champions du monde, donc on avait un champion du monde de boxe, une championne du monde de poker, et moi j'étais en mode mais pourquoi tu me compares à ces gens, tu vois, je n'ai rien à voir avec eux. Et donc du coup, pour moi, c'était ça les conférenciers, tu vois, c'était des personnes qui avaient vraiment fait des choses incroyables, et du coup, moi, de mes 21 ans, je me disais que j'avais rien à raconter. Et puis finalement, le TEDx se termine parce que c'est un mandat de 2 ans, en fait, dans les associations étudiantes. Et je rencontre par hasard sur LinkedIn un alumni de mon école qui est conférencier. Et du coup, je l'interviewe sur mon podcast parce que, tu sais, hein, le podcast, c'est un peu un prétexte pour rencontrer des gens inspirants. Et donc, du coup, je l'interviewe sur mon podcast. Et en fait, à la fin du podcast, il me propose d'être son bras droit. Ah ouais. Genre, il y a un trop bon feeling et il me dit, bah, tu vas faire quoi après dans tes études, parce que je suis encore étudiante. Et il me dit, bah écoute, je lui dis, je sais pas, en vrai, j'ai pas... Je suis hyper intéressée par le milieu des conférences, j'aimerais bien en faire, mais franchement, je sais pas comment m'y prendre. Et ouais, du coup, il me propose d'être son bras droit. Et du coup, on commence à collaborer ensemble pendant 9 mois. Et du coup, c'était fou parce que j'allais avec lui sur les conférences, lui donner des conférences dans des gros groupes, tu vois. Genre, je
Chanel, Dior, LVMH et tout ça. Et on a Et organisé. tu faisais quoi? T'organisais les conférences ou t'étais aussi conférencière, tu Bah, en parlais? fait, lui, il m'a passé des leads aussi de conférences. En fait, j'ai eu certaines de mes premières conférences grâce à lui, parce que du coup, lui, il pouvait pas donner toutes les conférences pour lesquelles il était sollicité. Du coup, Ok. parfois, il me disait, il me recommandait, en fait, il me disait, bah, vas-y, Julia, vas-y. En plus, c'était pour parler de quête de sens et tout, tu vois, Ah des ouais. sujets qui me tenaient vachement à cœur. Et ce qui m'a aidé aussi en bossant avec lui, c'est qu'on a organisé beaucoup d'événements, dont un événement au Grand Rex. Donc, c'est devant 500 personnes. Et je pense que ça m'a donné aussi le goût de l'événementiel, d'organiser des Ouais. trucs. Mm. Et plus tard, du coup, j'ai créé mes propres conférences qui s'appellent Oser réaliser vos rêves. Et du coup, c'est après tous les 2-3 mois, je fais une conférence comme ça où je réunis une trentaine de personnes. Et c'est un moment, tu vois, hyper hors du temps et tout ça. Et puis le fire, tu me demandais aussi par rapport à Nina, par rapport aux femmes. Je pense que c'est que moi, j'ai toujours, enfin, quand j'étais étudiante, dans mes choix d'études, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. C'est quoi comme étude déjà? Du coup, j'ai fait prépa pendant 2 ans, prépa éco, et après j'ai passé les concours pour les écoles de commerce. Quelle école du coup? GEM, ça s'appelle, Grenoble École de Management. Grenoble? Bah ouais, la Grenoble est un campus à Paris. Ah ok. T'es en mode, pourquoi tu es là? Canada, mais en France en fait. Ouais, Ah ok. et en fait, je me rappelle, dès le lycée, ma prof m'avait conseillé de faire Sciences Po. Elle me disait, mais t'as le niveau, vas-y, donne-toi les moyens et tout. En fait, moi, j'avais un énorme syndrome de, bah non, j'en suis pas capable, je suis pas légitime et tout. J'avais de très bonnes notes, tu vois, j'ai toujours été très très bonne élève, première de la classe, toujours les félicitations depuis la 6e à la terminale et tout. Ok. Et pourtant, j'avais un énorme manque de confiance en moi. Euh, J'étais la meuf trop chiante au collège ou au lycée qui pensait trop avoir foiré, en fait, celle qui réussissait. Et pire, tu sais. Ouais, non, mais les pires. Mais en fait, le pire, c'est que c'était vrai, tu vois. Genre, quand je disais ça, c'était Ouais. pas pour me faire mon intéressante, c'est vraiment, j'avais l'impression que je vais me mettre foirée. Et ça m'arrive encore maintenant dans le taf, tu vois, d'avoir trop peur qu'un client il soit trop déçu ou d'avoir fait de la merde et au final, non, ils sont très contents, tu vois. Ouais. Donc, ouais, toujours manqué de confiance en moi et j'avais beaucoup du mal à oser, tu vois. J'étais beaucoup dans l'autocensure. Et du coup, je voulais pas passer les concours de Sciences Po parce que je me disais, mais de toute façon, ça va servir à rien. J'ai pas le niveau. Et poussée par ma prof de terminale de l'époque, bah, je tente. Et du coup, bah, en fait, j'ai 2 phases. La première phase, je suis en mode, mais ça sert à rien. De toute façon, j'ai pas le niveau et tout. Et en fait, elle me pousse, elle me dit, mais enfin, en fait, elle me parle de ce phénomène d'autocensure des femmes, tu vois, qui fait que, en fait, tu te crois tellement pas capable que tu vas même pas essayer. Et Ouais. ça, le pire, en fait. Au final, le pire, c'est pas d'échouer, c'est juste de dire que tu pensais tellement pas capable que tu essayes même pas et t'as même pas la confirmation. Et donc, du coup, en fait, elle me pousse vraiment, elle me tire vers le haut et tout. Et donc, je tente. Et bon, au final, je l'ai pas eu. Je me suis rétamée aux euros parce que, en fait, je pense aussi qu'il y a beaucoup le milieu social qui joue, tu vois. Tu sens quand tu passes les euros que les gens qui passent avant toi à Sciences Po, enfin, moi, c'était des gens qui sortaient de Cambridge ou de. C'était la même école qu'il a fait le Prince Williams, tu vois, pour te dire. Moi, je venais d'un petit lycée de province où il y avait une personne tous les 5 ans qui allait à Sciences Po. Donc, j'avais clairement pas la même, je pense, le même capital culturel et tout ça. Donc, j'ai raté Sciences Po, mais je me suis retrouvée en prépa, du coup, qui est quand même très cool. Enfin, moi, j'ai adoré en tout cas la prépa. Il y a beaucoup de gens qui détestent parce qu'ils trouvent que c'est l'enfer sur Terre. Moi, j'étais très bonne élève, très scolaire et tout. Donc, moi, ça m'a hyper bien convenu. Et puis, je suis arrivée en école de commerce. Et puis après, voilà. Ce que je t'ai raconté avec le TEDx, début dans l'entrepreneuriat pendant mes études. Ouais. Non, je t'ai posé cette question parce que c'est un truc qui m'a toujours frappé. Enfin, chez toi, parce que depuis que je te suis, conférencière, quoi, tu vois, je me dis, putain, conférencière à 21 ans, 22 ans, 23 ans, faut être courageux, tu vois. Tu te dis, putain, de parler devant plein de gens, il faut... Mais bon, si tu me dis que tu t'es senti comme un poisson dans l'eau très tôt... Je pense que depuis le collège, le lycée, j'ai toujours adoré prendre la parole en classe, j'aimais trop les présentations orales. Ça me faisait stresser, mais c'était un bon stress, tu vois. J'avais hâte. Et je sentais que à l'oral, j'arrivais à faire passer quelque chose qui me touchait, quoi. Donc vas-y, tu m'as fait la transition parfaite. Quand tu étais enfant, du coup, tu étais quel type d'enfant à l'école? Que ce soit primaire, collège, lycée. Tu étais quel type d'enfant? Bon élève, tu me l'as dit. Ouais, du coup, j'étais très bonne élève, je pense. J'étais très sage. Ma mère m'a toujours dit que c'était hyper sage, tu vois, genre... si elle allait dans un magasin, je pouvais l'attendre pendant 2 heures assise sagement, tu vois, je n'étais pas du tout turbulente. J'étais très bavarde aussi. ça m'étonne pas. Bah, tu vois. Ouais, non, j'avais... Bon, j'étais sage, mais ouais, souvent, il y avait bavarde ou distraite. Je pense que j'étais aussi assez rêveuse et tout ça. Quel enfant j'étais? Très gaie, tu vois, je pense que j'étais... J'aime bien... Enfin,
Je pense que j'ai apporté beaucoup de joie aux gens autour de moi. Je- Et enfant, j'étais beaucoup avec des adultes aussi. Ah, Euh, Ma mère m'emmenait tout le temps avec elle, avec ses amis et tout ça. Et donc, je pense que ça m'a aussi fait beaucoup gagner en maturité par la suite. D'être très souvent entourée d'adultes, avec ses amis à elle, etc. Euh, Moi, ce qui est particulier aussi, c'est qu'en fait, j'ai 2 sœurs, ok. mais qui sont d'un papa différent. Et Ok. donc, du coup, j'ai aussi grandi avec mes sœurs. Enfin, on s'est connus un peu sur les réseaux sociaux, tu vois, parce qu'on vivait dans 3 pays différents. En fait, j'ai 2 grandes sœurs. C'est le moment où tu m'embrouilles. C'est là. Non, vas-y, je vais expliquer ça. Vas-y, C'est raconte-moi simplement. où tu es né, En fait, j'ai etc. 2 grandes Je sœurs. comprends. Ouais. Donc, mon père a eu 3 filles. Ok. La première fille, il l'a eu en Roumanie, Ok. parce qu'il est roumain, Comme comme de ton mon nom. famille, Ouais. quand à radio. Ensuite, la deuxième fille, il l'a eu en France, mais elle est partie vivre. Maintenant, elle vit en Irlande. Et ensuite, il m'a eu moi en France. Et donc, du coup, avec mes sœurs, on a toujours été un peu dans 3 pays différents. Ok. Et on a toujours appris à se connaître comme ça. Et bien sûr, on se voyait environ 1 fois par an, tu vois. Mais on a aussi créé une relation hyper forte. Du coup, je suis enfant unique. Enfin, non, je suis pas fille unique, mais j'ai grandi comme une fille unique. Ouais. Tu vois, quand j'étais petite, je me disais tout le temps fille unique, alors qu'en fait, je l'étais pas. Dans le sud de la France, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai grandi à Menton. Ok. Soleil. Ça manque parfois quand je suis à Paris maintenant, mais voilà. Et puis, T'es arrivé quand je suis arrivée à Paris il y a 1 an, un peu plus d'1 an. D'accord, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Donc, ouais, Donc t'es voilà né. un petit peu comment j'étais quand j'étais Ok. Ouais. Et du coup, avec parents séparés ou enfin non? Ouais, Ah, parents séparés. Mes parents s'est séparés quand j'avais 4 ans, je crois. Et du coup, j'étais chez ma mère principalement. Et du coup, mon père me prenait parfois le week-end. Et après, mon père est parti de France quand j'avais 13 ans. Donc, il est parti d'accord. vivre en Roumanie. Enfin, il avait habité en France pendant environ 30 ans. Et Ah oui. quand j'avais 13 ans, il a décidé de repartir vivre en Roumanie. Et depuis, ça fait 10 ans qu'il est en Roumanie. D'accord. Et toi, tu pars en Roumanie des fois Ouais, je vais en Roumanie à peu près 1 fois tous les 2 ans. Ah oui, Un truc d'accord. comme ça. Ok. Tu parles roumain? Pas du tout. Non, je vais dire quelques mots, mais c'est plus pour rigoler ou quoi. Mais non, je parle pas roumain. Par contre, je parle italien parce que du coup, ma mère est d'origine italienne. Donc, j'ai appris l'italien. Ah, d'où Julia? Ouais, j'avoue. Non, Julia, c'est italien? Ouais, c'est italien. Ok. Donc, du coup, ouais, je parle italien, mais non, je connais pas le roumain, malheureusement. Ok. Et du coup, tu as grandi principalement avec ta maman? Enfin, non, jusqu'à 13 ans avec ton père et ta mère? Oui, c'était Bah, ils déjà étaient déjà séparés? séparés. Donc, en fait, c'est principalement avec ma mère, ouais. Ok. Et tu pensais que tu étais fille unique? Mais oui, parce qu'en fait, Ah oui. quand tu vis, au final, tu vis seule avec une mère. Ouais. Et donc, du coup, tu as l'impression d'être fille unique. Et en fait, avec mes sœurs, on s'est beaucoup rapprochés. Là, je pense, les 5 dernières années. Parce que on a fait beaucoup de voyages ensemble. Moi, je pense aussi que maintenant, je suis adulte, donc je voyage seule. Tu vois, quand j'étais petite, j'étais pas toute seule pour aller les voir. Depuis, je voyage seule et depuis qu'on a aussi les réseaux sociaux, ça a énormément changé notre relation. Et du coup, maintenant, on est hyper proches. Et tu vois, ma sœur a 2 enfants, donc ça nous a aussi vachement rapprochés. Ah ouais. Qu'il est petit, parce que du coup, on a passé plein de moments ensemble. Et en fait, je suis hyper fière de la manière dont on a créé cette relation, parce que tu vois, mon père, il vit loin de nous 3. On n'a jamais vécu toutes les 3 au même endroit. C'est quand même 3 unions différentes. Donc, je pense qu'il y a plein de mondes où, en fait, on aurait pu ne jamais s'entendre ou ne jamais être proches. Et en fait, mes sœurs, on a une relation magnifique. Donc, ouais, je suis hyper reconnaissante de cette relation, de ces relations. Trop ouf. Et du coup, ta maman était éduque. Qu'est-ce qu'elle t'a transmis en termes de valeurs? Et est-ce que c'est elle qui t'a poussé vers une voie spécifique à l'école? Enfin, tu savais à peu près ce que tu devais faire quand tu étais gamine et quelle voie tu devais suivre à l'école? Ma mère, je pense, comme valeur, elle m'a transmis vraiment la fiabilité, tu vois. Genre, ma mère, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux tellement compter. Enfin, si elle te dit qu'elle va faire quelque chose, elle va vraiment le faire, tu vois. Enfin, tu peux tout de suite compter sur elle et la confiance. Enfin, je pense que ma mère, c'est le genre de personne où tu lui donnes ta carte bleue parce que, ses patrons lui ont toujours dit que c'était la personne, tu vois, il lui faisait tout de suite confiance. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça qu'elle m'a donné, le fait d'être fiable. En tout cas, j'essaye le plus possible d'être aussi fiable qu'elle. Je pense que je le suis pas du tout encore autant, mais c'est vraiment un truc que je tiens à développer. Et du coup, je me sens nulle quand j'arrive pas à respecter ce critère pour moi, tu vois, qui est important. Et du coup, non, en fait, ma mère, elle m'a jamais... Elle a toujours félicité le fait que j'ai des bonnes notes, mais elle m'a jamais poussée dans le sens...
c'est pas du tout la mère qui mettait la pression pour que j'ai des bonnes Ok. notes, pour que je travaille dur à l'école. Au contraire, ma mère était toujours hyper étonnée que je sois aussi investie à l'école. Et du coup, elle était très fière de ça parce qu'elle me disait, Pourquoi elle était étonnée? bah, elle était étonnée que ça me tienne autant à cœur d'avoir des bonnes notes quand j'étais petite, tu vois. Ok. Tu sais, elle comprenait pas pourquoi c'était aussi important pour moi d'avoir des bonnes notes, parce qu'elle me disait, bon, moi, quand j'étais à l'école, j'avais genre 12, ça m'allait, tu vois. Et elle disait, toi, pourquoi tu veux tout le temps les bonnes notes? Et par contre, mon père, oui, pour lui, c'est beaucoup plus important le côté scolaire. Lui, il aimait bien regarder mes bulletins, savoir Ah comment oui, ça va et tout. Ma mère, elle aimait bien, mais juste parce qu'elle était fière, tu vois. Alors que mon père, il s'inquiétait plus, enfin, d'accord. truc comme ça. Et du coup, non, elle m'a pas particulièrement orientée dans une voie. Après, par contre, mes deux parents ont fait bac+5, donc ils m'ont toujours encouragée à faire des études. Ça, c'est sûr. Enfin, ma mère m'a toujours encouragée à faire des longues études. Et plutôt encouragée quand même dans la voie du salariat qui est quand même plus sécurisée, tu vois. Ma mère, Ok. la première fois où je lui ai parlé d'entreprendre, elle n'était pas du tout à l'aise avec ça. Enfin, ça lui faisait hyper peur. Et du coup, c'est tout le temps une genre de négociation, enfin, pas une négociation, mais une manière que je trouve de la rassurer aussi, pour montrer que je fais pas n'importe quoi et que je prends le temps de construire un projet, tu vois. Je lui montre aussi régulièrement que ça marche, tu vois, que que j'arrive à Ça a en du vivre et sens. que c'est Ouais. pas, voilà, que ça a du sens pour moi, que je suis cette voie parce que ça me tient à cœur et aussi que c'est pas financièrement délirant. Ouais. Et tes parents, du coup, sans trop rentrer dans les détails, du coup, master, tu m'as dit? Ouais, ouais, ils ont peut-être fait Ils ont fait quoi Pôle 5. comme type de travail? Ouais. Ma mère, elle a fait un IAE, donc c'est Institut d'administration des entreprises, donc c'est des études de gestion. Ok. Et donc, elle était assistante de direction, trilingue. Et mon père, il a fait des études d'ingénieur. Et après, il a créé des boîtes qui n'ont pas toujours marché. Ok. Ah, Donc entrepreneur quand même, du coup. En fait, mon père, il a créé des boîtes, mais là, maintenant... Enfin, en fait, il a eu beaucoup de difficultés financières aussi par rapport à ces boîtes-là, tu vois. Ah, ok. Donc, il a créé plusieurs sociétés à plusieurs moments. Ouais. Et il a dû en fermer... bah, il les a toutes fermées une à une, et maintenant, il est salarié. Ok. Il a toujours... Enfin, il a encore une activité à côté. En fait, il a toujours un projet en cours. Là, par exemple, il est en train de créer une application de rencontre en Roumanie, tu vois. Je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, il me dit que il suit son rêve, enfin, il suit son kiff, quoi. Ouais. Et il donne des cours aussi de maths en genre de freelance, tu vois, Ah, et à ok. côté de son taf. Donc, il a toujours plusieurs activités en Ouais. parallèle. Ça me rappelle quelqu'un. Mais du coup, ouais, en fait, je pense que c'est ça qui faisait peur à ma mère, c'est en fait que mon père ait eu des difficultés financières à cause de l'entrepreneuriat. Hmm. Et du coup, bah, forcément, quand tu as eu cet exemple-là, Ouais. elle avait hyper peur que je suive cette voie parce que pas sécure financièrement en apparence, tu vois. Ouais. Et je la comprends. Et d'un côté, c'est bien aussi qu'elle ait eu ses peurs parce que ça me forçait à pas faire n'importe quoi et Ouais. à prendre le temps de construire un projet. Tu vois, enfin, dans l'entrepreneuriat, quand même, pour réussir un vie, il faut construire un capital réputation, De ouf. développer Ouais. une offre, Hmm. trouver ta légitimité dans tout ça, tu vois. Il n'y a pas que la confiance que les autres te donnent, il y a aussi Ouais, ouais. la confiance que toi, tu as dans ce que tu fais. Et bah, progressivement, là, je suis hyper contente parce que je pense que ma mère, elle comprend aussi beaucoup mieux ce que je fais, ce qui est important pour moi. Bien sûr, elle a toujours ses peurs, mais je pense que nos parents aussi, c'est une autre génération. Et du coup, ils comprennent, mais en même temps, c'est dur, je pense, pour eux aussi de penser à travers notre prisme à nous. Et je pense que c'est aussi bien que... Enfin, j'essaie le plus souvent possible de me mettre aussi dans ses baskets Ouais. et de me dire, bah, si j'avais eu son éducation, son bagage et tout, comment je verrais moi l'entrepreneuriat, tu vois. Et du coup, j'essaye d'être la plus pédagogue aussi dans mes discussions. Enfin, on a eu plusieurs fois des longues discussions sur ça, pourquoi c'est important et tout. Ouais. Ah, c'est bien. Tu arrives à discuter avec tes parents, du coup? Ouais. Franchement, on a des super relations. Ouais. J'essaye de partager le plus possible avec eux aussi sur ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, vis-à-vis de ma mère, je ne lui racontais pas tout ce que je faisais, le podcast et tout, parce que j'avais peur enfin, je pense qu'elle pensait un peu que ça servait à rien, que je Ouais. fasse un podcast, ou tu vois, que c'était un peu une perte de temps par rapport aux études et tout ça. Et maintenant, en fait, elle est hyper fière de moi. Elle m'envoie des petits messages. Julia, j'ai écouté ton dernier podcast, c'est super, bravo et tout ça. Mais voilà, je pense que pareil, ça prend du temps et je pense que c'est normal aussi quand tu crées un projet, tu peux pas attendre des autres qu'ils y croient pour toi. C'est toi d'abord qui dois y croire Ouais. et ensuite réussir là-dedans pour qu'ensuite les autres y croient, tu C'est vois. clair, c'est clair. Et puis surtout, le jugement des proches, c'est dur. Ouais, Je c'est trouve que ça. c'est beaucoup plus lourd, tu sais, de se faire juger par ses proches, par sa mère, son père, ses frères. C'est plus important, tu vois, que quelqu'un de random
Bah, on en parlait beaucoup avec Nina Ramen du coup ce matin. C'est à quel point c'est important d'avoir l'approbation de tes proches, tu vois, quand tu fais des trucs. Et du coup, c'est hyper difficile de faire des choses quand t'as l'impression que tes proches n'ont pas envie que t'ailles dans cette voie-là. Et moi, j'ai eu de la chance quand même parce que du coup, j'ai entrepris pendant mes études, donc c'était pas du tout radical, tu vois. J'ai pas eu à quitter une position hyper sécure pour entreprendre d'un coup, tu vois. J'ai fait les choses hyper pas à pas, parce que j'ai, je pense, vachement peur du risque. Du coup, j'essaie de Ah ouais? minimiser mon risque le plus possible. Tu vois, j'ai commencé à entreprendre avant, parce que ça prend du temps. Et je m'étais dit, tu vois, quand j'ai commencé mes études, bah, je vais commencer à entreprendre maintenant pour que dans 3 ans, j'ai un truc, tu vois. Enfin, genre, j'ai un projet qui soit construit, solide, parce que j'avais quand même conscience que ça venait pas tout seul. Mais c'est ultra malin en soi. Il vaut mieux le faire à ton âge que, tu vois. Et clairement, c'est sur le long terme que ça va se jouer, je pense. Tu vois. Moi, je le comprends comme maintenant. Tu te rends compte, tu vois, à mon âge. À ton âge, ça va, je parle comme si t'étais. On n'est pas de la même génération. En soi. Du coup, ouais, je vois que tu disais dans ton enfance que, du coup, joyeuse, sage, mais jalouse. Comparaison douloureuse avec d'autres filles. Ouais. Ça, tu peux m'en dire plus sur ça? Ouais, bah en fait, je C'est-à-dire? pense que je me comparais beaucoup à mes potes qui, eux, vivaient tous la famille un peu parfaite, tu vois, genre les 2 parents, des frères et sœurs à la maison et tout ça. Ah ouais, ouais. Et moi, du coup, je voyais, enfin, moi, je vivais seule avec ma mère, mes sœurs, elles étaient loin, mon père, il était dans un autre pays et tout. Ouais. Et du coup, bah, je pense que ma mère aussi, je pense que s'est posé ces questions, tu vois, pourquoi nous, on n'a pas, genre comme toutes les autres familles, la famille parfaite et tout ça. Ouais. Et c'est jamais, enfin, sur le moment, tu deviens un peu comme une injustice, tu vois, de te dire que pourquoi les autres, ils ont cette famille-là. Et en fait, maintenant, je suis trop heureuse en fait que ma famille soit comme ça. Je pense que c'est une chance, tu vois, le fait que j'ai grandi qu'avec ma mère, on a une relation hyper fusionnelle, hyper proche. Et j'aurais jamais voulu avoir une autre relation que ça, tu vois. Et je sais aussi que si ma famille avait été autrement, bah, on n'aurait pas cette relation forcément. Et peut-être que tu aurais été quelqu'un de différente. Ouais, j'aurais été forcément différente. Et pareil avec mes sœurs, je me dis, bon, certes, on n'a pas grandi ensemble et on n'a pas partagé une enfance ensemble parce que bah, on se voyait très peu. Mais en fait, on construit ces moments-là maintenant, tu vois. Je me dis, bah voilà, mes neveux et nièces, ils naissent, bah, on partage la naissance. Enfin, ça, c'est des moments hyper forts. Ouais. Et du coup, on est en train de construire ces liens-là aussi. Et je me dis, maintenant, on est aussi proches que... bah, limite plus proche, je pense, que mes potes qui ont grandi avec leurs frères et sœurs et qui se parlent pas toujours hyper souvent ou quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je pense que sans hésitation que j'étais jalouse quand j'étais petite, tu vois. Je trouvais ça injuste aussi que ma mère soit seule pour devoir faire face à ça. Mais aujourd'hui, ouais, je trouve plutôt que c'est une chance. Tu disais aussi, du coup, là, si je vais un peu plus loin au collège, moquerie par rapport à tes origines. T'as ressenti des moqueries parce que tu étais roumaine, en fait Bah, en fait, quand j'étais au collège, je disais jamais que j'étais roumaine. Je disais le moins possible. En fait, les gens, ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent très souvent que c'est sarde ou que c'est corse, mon famille, ou que c'est italien. Et du coup, quand les gens me disaient quand t'es radio, c'est corse ou sarde, je disais oui, oui. Et en fait, j'avais la flemme de dire que j'étais roumaine parce que je savais que les gens, dès que tu leur disais ça, ils étaient en mode ah, d'accord. Et tu sais, je sentais un genre de petit mépris caché qu'ils osaient pas. Enfin, qui disaient pas clairement, mais tu ressentais que ça les. Ils avaient des pensées à ce moment-là et j'aimais pas ça. Et du coup, ouais, je suis pas très fière, mais je disais pas au début. Je disais pas au début que j'étais roumaine, mais je pense aussi que c'est un truc que mon père a caché quand il était en France parce que tu vois, il y a quand même énormément de racisme vis-à-vis des Roumains. C'est vrai. Et du coup, lui, il est arrivé en France, il a fui le régime de Ceausescu. Il est arrivé en France, je crois, dans les années 80-90. Et du coup, bah, il disait le moins possible, en fait, qu'il était roumain parce que bah, c'était mieux de dire... Enfin, tu vois, il s'appelle Valeriu et son deuxième prénom, c'est Daniel. Il a toujours dit Daniel, tu vois. Et je pense que c'était plus facile de s'intégrer, d'avoir des clients et tout ça. Et du coup, moi, je pense que j'ai un peu repris ça. Et ouais, mais c'est des trucs débiles, tu vois, c'était des plaisanteries de gamins, mais tu vois, genre quand je disais à quelqu'un, tu peux me prêter ta gomme, et tu vois, les gens, ils rigolaient avec moi, c'était un peu mes potes, mais ils disaient, ah bah ça va, tu vas pas me la voler, la romaine et tout, tu vois. Des trucs comme ça. Donc ça me saoulait un peu. Et je le disais pas, ouais, je le disais pas. Et puis t'avais des gens aussi qui, sous couvert de bienveillance, me disaient, ouais, dis pas trop que t'es roumaine, c'est
ça va être mal vu et tout. Et je trouve ça hyper violent, en fait, de De dire, ouf. attends, tu dois cacher qui t'es, enfin, tu dois cacher une partie de tes origines et tout. Et tu vois, moi, je suis 50-50, tu vois, je suis 50%, enfin, en tout cas, en sang, italienne et roumaine. Même si dans la culture, j'ai jamais baigné dans la culture roumaine quand j'étais enfant, parce que j'ai grandi à Menton, qui est à la frontière de l'Italie. Et ma mère d'origine italienne, mes grands-parents qui parlaient italien à la maison et Ouais. tout. Donc, j'ai beaucoup baigné dans la culture italienne et j'ai toujours dit ouais, j'étais italienne. Mais c'est vrai que j'ai un peu mis de côté une partie de mes origines pendant un moment. Et c'est quand je suis allée en Roumanie en 2019 pour la première fois. Enfin, j'étais allée quand j'étais bébé, mais je me rappelle pas. Ouais, on se rappelle pas. Et je suis allée pour la deuxième fois quand j'avais 19 ans. Et en fait, là, je me suis rendu compte que la Roumanie, c'était un super pays, que les gens étaient adorables et tout. Et c'est à partir de là, je pense que j'ai vraiment eu le déclic de me dire, mais en fait, tous les gens qui te critiquent, ils sont jamais allés en Roumanie de leur vie. Enfin, ils ont jamais mis un pied là-bas. Et tous les gens qui y sont déjà allés, tu vois, savent que c'est un super pays, que les gens sont pas du tout des voleurs. Enfin, bien sûr, enfin, tu vois, bref, les clichés, quoi. Ouais. Mais c'est Et vrai qu'il y a, pendant une période, il y a eu ce cliché. ouais, mais je pense que Et c'est encore le cas, hein. Je pense pas qu'on en je soit crois, totalement ouais. libéré, hein. Donc, Donc, même maintenant, tu crois que tu as encore le petit truc où t'aimes pas le dire. non, maintenant, non. Hmm. Non, non. Là, du tout. t'assumes, tu dis, je suis roumaine. Ouais, j'ai fait un post LinkedIn dessus. Il a été vu par, je sais pas, 500 000 personnes, tu vois. Ah Donc, ouais. c'est bon, maintenant, maintenant c'est dit, tu vois. Mais je pense que il y a encore beaucoup de préjugés sur ça, tu vois. Et le post aurait pas autant buzzé si c'était pas le cas, tu vois. Ouais. C'est Parce ça, que- ça qui est très dans l'histoire. C'est qu'en fait, ça a dénoncé une vérité encore actuelle, quoi. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent en fait aussi dans ton histoire. Ouais, ouais, il y a plein de personnes qui étaient expats d'origine roumaine qui m'ont dit merci d'en parler. Mais c'est dur de parler de racisme en fait. Après, moi, je me En sens France. pas. Ouais. Tu vois? Enfin, je sais pas. Des fois, je me dis, j'ai envie d'en parler. Et après, je me dis, j'en parle pas parce que ça fait trop le mec qui se victimise. Mais c'est une réalité. Il y en a en France, en fait. La France est raciste parfois, quoi. Il faut le dire, tu vois. Non, mais c'est clairement. dur. Non, mais clairement. Et encore, moi, je me sens pas hyper légitime parce que j'en ai jamais. Tu vois, c'était. Franchement, moi, c'est rien par rapport à ce que Ouais. certaines personnes vivent. Donc, moi, Ouais, franchement, je le dénonce parce que ça me fait de la peine, en fait. Que quand tu vois à quel point le pays est trop cool, que les gens aient une si mauvaise image. Enfin, tu vois, t'as un tel décalage entre le préjugé que les gens s'en font et la réalité que ça me fait vraiment de la peine. Mais après, je peux pas dire que j'en ai souffert. Tu vois, c'était des Ouais. moqueries au collège et tout. C'est juste, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve qu'il y ait des tels. Je sens le truc, ça m'énerve. Voilà, mais tu vois, c'est différent. Alors que par contre, il y a des gens qui. Enfin, je suis dans plusieurs assos pour l'égalité des chances. Et du coup, nous, on combat énormément ça, ce racisme. Et en fait, tu vois, des personnes issues de l'immigration, quand dans leur taf, en fait, à quel point c'est violent, quand parfois c'est les seules personnes racisées, à quel point ils se prennent des remarques ou genre des blagues qui en fait sont hyper racistes, franchement, ça me fend le cœur en fait de voir que il y ait autant de j'allais dire de haine. C'est pas de la haine en plus, c'est pas toujours de la haine, ça l'est bien sûr parfois, mais c'est aussi du racisme intériorisé, tu vois, c'est des blagues qui sont soi-disant pas méchantes, mais en fait qui montrent que on en est loin de déconstruire plein de choses, quoi. Ouais. Ok, et du coup, collège, lycée, primaire, collège, lycée, il y a des trucs particuliers à raconter. Ouais. Ça s'est passé très bien, pas eu de soucis. Ouais. Je pense que j'étais. Tu sais, dans tes questions, tu demandes parfois est-ce que tu étais la personne populaire, quel type de personne tu étais. Ah, tu écoutes mes Ouais, j'écoute tes podcasts. Wow. Non, moi, j'étais pas du tout la personne populaire. Je pense que j'étais plutôt la fille un peu coincée. Enfin, en tout cas, moi, comment je me vois, hein. J'étais plutôt la fille un peu coincée, intello, première de la classe et tout. Les gens me disaient tout, hein, t'es la faillotte, t'es une faillotte et tout. Et du coup, j'avais pas beaucoup de potes. Enfin, en fait, je m'intégrais assez facilement dans les groupes, mais j'avais pas mon groupe à moi. Tu vois, j'avais du mal à me sentir appartenir, je pense, à des gens. Et petit à petit, à partir de la 4e, j'ai commencé à avoir vraiment mon groupe d'amis, et qui sont encore mes amis aujourd'hui. Mais c'était jamais dans ma classe. Et donc, du coup, dans ma classe, je me sentais pas trop. Tu vois, enfin. À ta place, tu savais pas trop. Ouais, je me sentais. Enfin. Je m'entendais bien avec tout le monde, mais en même temps, je me sentais toujours un peu en décalage. Aussi, le fait d'être très bonne élève, tu vois, je pense que j'assumais pas aussi trop ce côté studieux, tu vois. Ouais. Genre, j'avais l'air moins cool, ou j'étais moins fêtarde que les autres, ou moins orientée soirée et tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aimé la prépa après, tu vois. mais ouais, et du coup, je pense que ça m'a un peu
fait complexer aussi, tu vois, parce que je me sentais la fille pas intéressante, ouais. J'ai jamais été la fille populaire, ça c'est sûr. Ouais. Mais un peu coincée, ouais. Je pense que j'ai un peu souffert de moi, que les gens me pensent comme une fille coincée. Ouais. Bon, en soi, à l'école, c'est ça. Hein. C'est soit tu fais partie des gens populaires, mais pas très fort à l'école. Ouais. Soit les tronches, quoi. Ouais. Les intellos. Voilà, C'est moi triste. j'étais intello, quoi. Ouais. C'est triste que ce soit une limite, enfin pas une insulte, mais qu'un truc péjoratif, quoi. Mais grave. Mais c'est vrai, en plus. Et je pense, même moi, quand j'étais gamin, j'étais pas d'intello, du tout. Et je pense que, tu vois, les intellos, je les catégorisais, quoi. Ouais. Mais on est trop bêtes quand on est jeune. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, non, je pense que le lycée, c'est. Enfin, lycée, collège, c'était pas les meilleures années, quoi. Ouais. Parce que j'avais eu Maud, tu sais, Maud Ouais. Alavès, et elle m'avait dit un truc comme ça où, en fait, elle voulait être un peu comme tout le monde, parce que c'était une intello. Enfin, elle avait des notes, des super notes. Et en fait, en essayant d'être intégrée un peu plus avec les gens qui faisaient la fête, etc., ces notes ont commencé à descendre, quoi. Mm. Mais c'est trop con. Enfin, si vous êtes intello, restez intello. Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Ouais. Du coup, tu me disais, je sais pas si c'est pendant cette période-là, du coup, tu dis que tu es hypersensible, toi. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire depuis toute petite Ah ouais, ou, depuis toute petite. Ah ouais? En fait, bah, ça tombe bien, en plus, t'en parles au moment où on parle de l'école, parce qu'en fait, Ouais. je m'en suis rendu compte que j'étais hypersensible. Enfin, non. J'ai commencé à comprendre que j'avais un truc différent des autres quand, aux réunions parents-prof, du coup, j'étais très bonne élève. Donc, les profs étaient tout le temps plein de compliments. Moi, ça se passait très bien. Ma mère, elle passait un très bon moment pendant les réunions parents-prof. Mais en fait, j'étais tellement émue par ce que me disaient mes profs et tout, que j'avais tout le temps les larmes aux yeux. Ah Et oui, genre, d'accord. et je pleurais à chaque réunion parents-prof, quasiment. De Et- bonheur. Ouais, d'émotion, tu vois. J'étais hyper émue, tu vois, parce que je pense que j'avais aussi de la reconnaissance, tu vois. C'est peut-être pendant l'année, t'as des bonnes notes, mais t'as pas les profs directs qui te disent les choses, tu vois. Alors que là, c'était un moment où j'étais grave saucée et tout, tu vois. Et je me disais, j'étais grave touchée, tu vois. Je pense que ça me donnait beaucoup plus confiance en moi d'avoir cette validation et tout. Ah ouais. Et du coup, je pleurais quasiment à chaque réunion parent-prof. Et en fait, à chaque fois, les gens ils me disaient, Julia, mais arrête de pleurer, tout va bien, tu vois, pleure pas, c'est Ouais. positif et tout. Et moi, j'étais là, mais non, mais les gars, tout va bien, je suis émue, mais c'est positif. Et on avait souvent cette discussion avec des proches, tu vois, genre, bah, Julia, il va falloir que tu t'endurcisses, hein, parce que tu peux pas te permettre de pleurer comme ça, à chaque fois que t'arrive un truc, t'es. Tu veux pas que tu sois aussi faible, tu vois, c'était un peu ça le truc, enfin. Ouais. C'était beaucoup associé le fait de pleurer à la faiblesse. Et, Même maintenant. en ouais, soi. même maintenant. Tu vois, un mec qui pleure, Ah bah putain, pour les mecs, j'en parle même pas. Ouais, c'est une femme, quoi. ouais. Femmelette. Ouais. Non, mais c'est terrible, tu vois. Et moi, j'essaye en tout cas de changer ça à mon humble échelle, tu vois, en faisant des posts LinkedIn, parce que c'est ma manière de changer les mentalités. Mais tu vois, j'avais fait un post sur pleurer n'est pas un signe de faiblesse, et il a été vachement partagé parce que, bah, on vit dans un monde où pleurer, c'est encore vu comme ouais, sois fort, pleure pas, montre pas tes émotions, encaisse, prends sur toi. Et moi, je déteste ce discours parce que vraiment, je trouve que c'est hyper toxique. Et je trouve que, en fait, on devrait tous montrer notre vulnérabilité, tu vois. Ou en tout cas, qu'on se sent capable de montrer. Et que si chacun fait tomber un peu le masque, en fait, il y a beaucoup d'hommes en plus qui meurent de suicide parce qu'ils partagent pas leurs émotions. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens. Et du coup, moi j'ai compris que j'étais hypersensible comme ça. Et après, par contre, j'ai mis des mots dessus. Enfin, j'ai mis un mot sur le truc hypersensible seulement il y a 1 an, dans un séminaire de dev perso. Et c'était un séminaire de networking, mais d'un genre hyper empathique, hyper bonne ambiance et tout. Et je rencontre une femme là-bas en fait, je vois en elle qu'on est pareil sur le côté émotivité, tu vois. Et tu vois qu'on a très souvent les larmes aux yeux, que quand on est touché par un truc, on pleure facilement, qu'on est hyper empathique et tout. Et en fait, c'est elle qui me met le mot hypersensible. Et en fait, quand je découvre ce mot, bah, je me sens hyper soulagée parce que je me dis, ok, je suis pas bizarre. C'est un truc qui existe, l'hypersensibilité. Et en fait, c'est cool d'être hypersensible, tu vois. C'est pas du tout une faiblesse. Et moi, je m'étais toujours dit que si je pleurais trop, ça allait être un gros problème pour moi dans la vie professionnelle parce que les gens, ils allaient m'écraser, j'allais me faire marcher dessus, je pourrais pas avoir des discussions avec les gens parce que j'allais me mettre à pleurer, tu vois. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, parfois, je pleure avec mes clientes et c'est ok, tu vois. Souvent, je pleure avec Nina Ramen avec qui je bosse et en fait, bah, maintenant, elle sait que je suis comme ça. Et Élise Murigneux, qui est son associée, est aussi hypersensible. Du coup, c'est très drôle. C'est très drôle, genre Tout le Nina, monde elle gère les pleure. deux.
Genre les deux filles qui pleurent. Mais en fait, du coup, je me sens dans un cadre maintenant hyper safe. Ouais. Et le fait de le savoir, ça te permet aussi de choisir de bosser avec des gens qui le comprennent, tu vois. Et je pense que pas tout le monde a la chance de bosser dans un environnement de travail où c'est aussi bien accepté. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui sont hypersensibles et qui doivent pleurer dans les toilettes de leur taf parce qu'ils sont pas bien ou pleurer dans la voiture avant de rentrer au boulot, tu vois. Et je me dis, putain, mais quelle horreur ça doit être de vivre ça, de devoir autant réprimer tes émotions pour pas que les autres en profitent, tu vois. Ou Ouais. profitent de ce qu'ils jugent comme de la faiblesse. Et maintenant, ouais, maintenant j'assume beaucoup plus ces émotions-là. Je suis capable de pleurer dans un bus, par exemple. Je suis capable de pleurer dans le métro. Tout le monde me voit, mais je m'en fous. Enfin, je me dis, les gens, ils me connaissent pas. Par rapport à des pensées, par rapport à des choses que tu vois, par rapport à Ouais, des choses par qui se rapport à sont des choses. passées. Mais moi, je suis hyper sensible, par exemple, tu vois, à Paris, tu vois quand même tellement de pauvreté, tellement d'inégalités que moi, ça peut me faire pleurer, tu vois, quand je vois Ouais. quelqu'un sans abri. Mm. Je peux pleurer devant, je sais pas, un couple qui s'embrasse. Je peux pleurer devant. Enfin, je peux pleurer aussi parce que je me sens hyper stressée une certaine semaine et qu'en fait, juste les larmes, c'est Ouais. juste ma manière d'extérioriser. Mm. Genre, parfois, les larmes viennent avant les mots, tu vois. Genre, juste, je pleure et je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, mais j'étais pas capable de verbaliser que j'allais pas bien, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, maintenant, c'est vraiment une force parce que je me dis, en fait, c'est comme un catalyseur, tu vois. C'est que si j'avais pas les larmes pour relâcher des trucs, tu te dis que je stockerais quand même vachement de choses. Et je trouve ça maintenant hyper sain, en fait, de me dire que j'extériorise beaucoup grâce à ça. Mm. Et en fait, je trouve ça trop beau aussi de me dire que bah, du coup, je suis très sympathique, que je suis sensible aux émotions des gens, à comment ils vont se sentir et tout. Enfin, je vois beaucoup plus de points cool à ça, en fait. Je vois même plus le problème. De ouf. Ouais, pour moi, c'est un super pouvoir d'avoir de la sensibilité, pas forcément hypersensible, mais ouais, d'être empathique, comprendre les émotions. Mais tu vois, moi, je sais pas si c'était une des causes de mon burn-out. On va revenir plus tard sur ça, enfin sur le tien, ton burn-in. Mais tu sais, peut-être que je me suis menti à moi-même pendant des années, quoi. À faire genre, je suis un Ça va. bonhomme. Tu Non, vois. mais ça va. Non, je pleure pas, moi je pleure pas, les mecs ça pleure pas, tu vois. Tu sais, t'es devant une série, t'as envie de pleurer, mais genre, non, ça va, pas de problème. Ça me touche pas. Ouais. Et malheureusement, là, on est en 2024, t'as les mêmes discours encore où il faut être des guerriers, l'entrepreneuriat c'est dur. Enfin, tu vois, t'as vraiment ce truc, c'est pas pour les femmelettes, quoi, entre Non, c'est guillemets, pas tu pour vois. les faibles, ouais. Et je sais pas si ça, c'est aussi présent chez les femmes entrepreneurs où girl boss, te plains pas, travaille, t'as pas le temps Bah, de pleurer, tu vois. Je sais pas si. Enfin, chez les mecs, c'est très très présent, tu vois. Ça, de toute façon, le marketing bling bling, etc. Bon, voilà. C'est vraiment le profil typique des mecs qui font du business. Mais chez les meufs, je me demande si ce côté girl boss, c'est pas aussi intimidant. ouais, peut-être. En fait, je pense que girl boss, c'est un peu genre, ouais, tu peux tout gérer. Ouais. Tu peux être et femme, et chef d'entreprise, Ouais. et maman, et t'inquiète, ça va bien se passer, t'as le pouvoir de tout faire et tout. Et je pense qu'aussi, ça peut être hyper culpabilisant, en fait, d'avoir l'impression que t'as des meufs qui arrivent à tout faire. Ouais. Et d'autres, enfin, je pense pour certaines femmes qui voient ça de l'extérieur et tu te dis, elles peuvent se sentir vraiment inférieures, de se dire, bah moi, j'arrive pas à tout gérer, et déjà, je suis maman, et déjà, c'est énorme, tu vois. Enfin, ma sœur a eu 2 enfants, elle les éduque seule, franchement, c'est déjà un taf à temps plein, quoi. Donc, devoir te dire que tu dois être en plus entrepreneuse, enfin, c'est vraiment un truc. Moi, j'aime pas trop ce côté girl boss. J'ai vachement déconstruit le mythe un peu de la girl boss, parce que, en fait, pour être une girl boss, il faut que tu aies un homme qui assume beaucoup de charges parentales, tu vois, pour équilibrer le truc. Ouais. Et donc, en fait, si c'est pas le cas, bah, l'injonction de la girl boss, elle est juste toxique parce que du coup, non, tu peux pas tout faire, en fait. Enfin, au bout d'un moment, sauf si tu dors pas la nuit. Donc, je pense que ça existe, ouais. Je pense qu'il y a ce discours aussi chez les femmes de se dire allez, vas-y, fais tout, tu peux tout faire et tout ça. Et je suis vachement en réflexion là-dessus, tu vois. Et moi, je pense que le discours à avoir, c'est en fait te mets pas trop la pression. En fait, on met déjà beaucoup la pression aux femmes sur plein de choses. Et en fait, faut pas recréer des injonctions au-dessus des injonctions. Donc, ouais, moi, j'aime plutôt le discours autour de la santé mentale, du fait d'accueillir ses émotions, du fait de dire fais de ton mieux, tu vois. Et moi, j'ai déjà beaucoup tendance à me mettre la pression sur la réussite, sur le fait de faire plein de choses en même temps et tout. Et j'apprends plutôt à. Enfin, j'encourage plutôt à être cool avec soi-même, à être sympa avec soi-même, que à se dire allez, te trouve pas d'excuses, vas-y, fais-le, tu vois. Je réfléchis en même temps. Non, mais je sais pas. C'est compliqué comme sujet en soi.
Parce que tu sais que t'as aussi besoin de ce truc où pour y arriver, il faut te bouger les fesses, quoi. Ouais, je suis la première à dire, tu Donc, vois, t'as dans pas mes d'excuses, conférences. quoi. Ouais. Tu vois. En fait, je suis la première à dire si tu as envie de faire un projet et que tu doutes de toi et tout, fais-le. Ça, c'est un premier discours. Mais c'est un autre discours, je trouve, de ce côté plus hustle culture, tu vois, de dire Ouais, ça, allez, vas-y, serre les dents, il faut en baver pour réussir. Tu vois, ça, Mm. je déteste ce discours-là. Et en fait, malheureusement, c'est que le problème avec ça, euh, c'est que les personnes qui mettent ça en avant, ben, eux, ils ont cette énergie-là. Donc, ils peuvent absorber, tu vois, une dose de stress monstrueuse, monumentale, mais on n'est pas tous pareils, en fait. Mm. Tu vois, moi, je pensais que j'étais un guerrier, tu vois, avant. Et je me rends compte que, ouais, non, en fait, je suis pas Alex Hormozy, je suis pas Yomi Denzel, tu vois, et j'ai mon énergie, puis c'est pas grave, je vais faire avec, tu vois. T'as certaines personnes qui supportent une dose de travail, et t'en as d'autres un peu moins. Et c'est pas grave, faut l'accepter, tu vois. On a tous une énergie différente. Et chez les filles, c'est pareil, tu vois. T'as peut-être du Clairement. Nina qui peut faire un truc, enfin, énormément de choses. Et enfin, Nina, j'ai pris au hasard parce que tu travailles avec Nina, mais toi, t'es différente, tu vois. T'as Ouais. une énergie différente, tu pourras faire plus ou moins, et puis c'est comme ça. Tellement. Moi, je me suis Ouais. énormément comparée. Je me compare encore beaucoup, tu vois, à des Tu te Caroline compares encore, Mignot. toi? Ouais, je me compare encore. Ah, bah oui, je me compare encore énormément. Tu vois, par exemple, Caroline Mignot qui a plein de boîtes. Non, mais oui, je me compare énormément. Qui a plein de boîtes, qui gère plein de projets. C'est des femmes qui m'inspirent énormément. Ou, tu vois, Louise Aubéry. Ouais. Tu vois, elle, si tu listes tout ce qu'elle fait, elle a une marque de vêtements, elle a une chaîne YouTube, elle a un podcast, en même temps, elle sort des nouveaux formats, en même temps, elle fait plein de collabs avec des marques, tu vois. Et du coup, j'aime. Tu vois, c'est des filles qui m'ont tellement inspirée que du coup, je me dis, si elles arrivent à faire tout ça, moi aussi, je peux y arriver. Putain, mais pareil. Et du coup, en fait, ça se veut inspirant, mais ça devient toxique parce que, en fait, cette phrase, si je peux le faire, tout le monde peut le faire, elle est tellement fausse. C'est la pire phrase. Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous la même capacité de travail, on n'a pas tous grandi avec la même éducation, on part pas tous du même point. Et du coup, moi, avec cette phrase inspirante, en fait, je me suis fait du mal parce que je me disais, bah vas-y, si elles arrivent à faire plein de projets en même temps, moi aussi, je vais y arriver et Ouais, tout. pareil. Et en fait, ça m'a juste cramé, quoi. C'était pas du tout un bon move. On va revenir sur ça, mais le pire, c'est qu'on peut même pas leur rejeter la faute, tu vois. Enfin, je pense que Non. quand ils disent « si je l'ai fait, vous pouvez le faire », comme Yomi Denzel peut le dire, parce qu'ils y croient vraiment, en fait. Parce qu'ils disent « je suis parti de rien, j'ai réussi, si je peux, vous pouvez ». En fait, non. Parce que le pire, c'est que oui, tu commences à y croire, et tu te rends compte qu'en fait, non, je peux pas, tu vois. Mais ouais, pareil. C'est pas tant... Je sais même pas comment l'expliquer, tu sais, quand on dit comparaison, c'est pas genre une comparaison, je suis jaloux. Enfin, c'est une comparaison, bah ouais, je peux aussi le faire, mais en fait, Ouais. non. C'est très compliqué comme Ouais, sujet. c'est en fait, tu te dis, bah voilà, il est pas plus intelligent que moi, vas-y, je peux essayer Ouais, aussi. Mais en fait, ouais, on n'a pas tous la même capacité de travail. Et de ouf. tu vois, moi, on m'a toujours dit, oh, Julia, t'es pleine d'énergie, t'as tellement d'énergie et tout. Et en fait, moi, j'étais un peu forte de tout ce qu'on me disait. Je me suis sentie un peu invincible, tu vois, en me disant, ah ouais, mais moi, j'ai plein d'énergie, de toute façon, je peux faire plein de trucs en même temps, je peux faire plein de projets. Et en fait, c'était hyper dur de me rendre compte qu'en fait, j'avais peut-être pas autant d'énergie que ce que je pensais. Mais tu sais, Et... franchement, j'ai l'impression de. Je me fais ces réflexions souvent, tu vois, dans Ouais. ma tête, et j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est exactement ce que je pense, quoi. Ouais, c'est genre, au bout d'un moment, ça m'arrive d'être fatiguée, ça m'arrive de me Ouais. dire, putain, mais là, pourquoi j'ai dit oui à ça? J'aurais dû dire non. Ouais. Tu vois, d'arriver le soir et d'avoir plein de trucs à faire et de me dire, mais là, en fait, j'ai juste envie de rien faire, donc je vais rien faire. Et tant Ouais. pis si je prends du retard, parce que juste, j'ai pas envie. Ouais. Et que c'est plus malsain En plus, je déteste me forcer, donc je déteste me forcer à faire des trucs. Malgré le syndrome de la bonne élève que tu avais. Enfin, Ouais. je te sors ça comme ça, mais Ouais, vu ouais, que ouais. t'étais bonne élève. Ouais, non, je déteste faire des trucs que j'aime pas. Et c'est plutôt. Je vais apprendre à faire ça un peu dans l'entrepreneuriat parce que forcément, il y a des parties qui sont moins kiffantes. L'amour, tu vois. ouais. Donc, mais ouais, j'ai du mal à me forcer. Et ouais, ça a été un peu douloureux de me rendre compte que j'avais pas autant d'énergie que ce que je pensais Que avoir. certains. Ouais, que certains. Et donc, tu te compares encore, alors. Ouais, je me compare encore. Et en fait, un truc qui m'a aidé, un outil, c'est le Human Design. Je sais pas si tu connais. Non. Ok. En fait, c'est un outil de connaissance de soi. C'est pas un truc scientifique, donc je pense que ça va plutôt parler aux personnes qui sont un peu plus ésotériques. Mais en fait, j'ai compris que dans l'human design, il y a 4 types. Et tu as les types genre manifestors, qui sont des types qui ont énormément d'énergie. Je crois que ça s'appelle manifestor générateur. Enfin, bref, il y a un type qui a énormément d'énergie. Et je pense que Caroline Mignot, elle serait dans ce type-là. Tu vois, genre, tu peux mener 5 boîtes en même temps. Tu vois, tu peux faire des journées de 7h, 23h. Et. Enfin, j'abuse peut-être, mais tu vois, des grosses journées de taf.
Et moi, je pense que mon rythme idéal, c'est bosser 5 heures par jour, tu vois. Plus type mode à la veste, par exemple, tu vois. Je pense que mon rythme idéal, ce serait ça. Et pourtant, j'ai l'impression que les deux fonctionnent. Et les deux fonctionnent. Et il n'y a pas Ouais. un mieux que l'autre, c'est juste un rythme. Tu vois, en fait, il n'y a pas un qui réussit et l'autre non. En fait, c'est genre chacun réussit, mais toi, il y en a un qui va réussir et qui va être plus performant en suivant son rythme en mode en bourrinant, et un qui va être plus performant en travaillant moins, justement. Ouais. Même si je me pose encore la question, est-ce que vraiment, à un moment, il y en a un qui surperforme l'autre, en fait, tu vois? Genre celui qui bourrine, est-ce que c'est celui vraiment qui va scaler Parce que quand tu prends les exemples de ce qui a vraiment très bien marché, c'est que des gens qui ont bourriné quand même, hein, en général. Bah ouais, Des mais. bourreaux de travail, genre, Ouais. tu vois? Enfin Bah bon, de toute peut-être façon, parce on que n'est les pas autres, on les met pas assez en lumière. c'est vrai. Donc regarde Maud. C'est un exemple. Non, mais c'est vrai. Elle se tue pas sous les projets, en faisant 10 000 projets. Et je trouve que c'est tellement sain. Enfin, moi, je suis tellement contente qu'il y ait des personnes comme Maud qui disent en fait, je bosse 5 heures par jour et je fais 250 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Mais merci, quoi. Ouais. Parce que je Bon, trouve qu'il y après, a Maud, elle a ce truc aussi, je pense, d'une, elle connaît sa zone de génie, et je pense qu'elle sait vraiment se focus sur les trucs qui créent de la valeur très Ouais. vite, tu vois? Et ouais. Ben ça, pour moi, c'est une force énorme. Et tu vois, je pense que justement, si tu travailles moins, il y a aussi Laura, la fondatrice de Coco Kombucha. Ah oui, chez Thaï, chez Ouais, je crois elle? que c'est Thaï, je Chez crois que c'est ça Thaï? son Je famille. sais pas comment on dit. Et ben elle aussi, tu vois, j'avais écouté une conférence d'elle et elle disait qu'en fait, quand elle a créé sa boîte, qui est en plus une marque, tu vois, enfin pour lancer une marque, t'imagines l'énergie qu'il faut déployer. Mais en fait, elle disait qu'elle était malade, enfin elle avait des problèmes de santé, et du coup, elle pouvait mettre que 2 heures, elle pouvait bosser que 2 heures par jour. Mmh. Et en fait, elle a réussi à faire décoller sa boîte en bossant que 2 heures par jour sur son Ouais, projet. ouais. Parce qu'en fait, elle savait les actions qui allaient amener des résultats. Mmh. Et donc, elle s'est focalisée sur les 20% d'actions qui allaient amener 80% des résultats. C'est ça. Et moi, ça m'a trop inspirée quand j'ai entendu son histoire. Je me suis dit, en fait, tu peux trop bien réussir sans te cramer. Je Et une pense fois, ouais, désolée. Une fois que j'ai entendu le mot projecteur, du coup, j'allais voir des réussites des entrepreneurs projecteurs. En fait, je me suis rendu compte que j'avais entendu une entrepreneuse, tu vois, elle faisait des lancements à 100K en bossant, tu vois, 4 Mmh. heures par jour, ou des trucs comme ça. Ou, tu vois, c'est pas que tu vas mieux déléguer, tu vas t'organiser différemment, tu vas déléguer plus de trucs, tu vas peut-être faire moins de projets en même temps et tout. Et en fait, moi, je pense que le rythme le plus sain pour moi, c'est ça. Mais là, pour l'instant, je suis pas du tout. Genre, j'essaye vraiment de travailler vers ça, Mmh. de faire moins de projets. J'essaye hyper souvent de travailler sur mes priorités, d'enlever des trucs et tout. Mais même quand j'ai l'impression que j'ai fait du travail, en fait, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail pour Mmh. sortir d'un conditionnement de dire ah mais je peux tout faire, tu vois. Ah, clairement. Enfin, moi, maintenant, je sais que je peux pas tout faire, mais j'ai quand même ce truc, j'ai l'impression, tu sais, je me dis: «Bon, là, j'ai pas l'énergie, bon, tant pis, je fais pas». Mais je culpabilise, tu vois? Mmh. J'ai quand même ce truc, même si je sais que le plus important, c'est ma santé, maintenant, j'ai quand même ce truc, je me dis: «Ah, tu vas pas arriver à tes résultats si tu agis comme ça», tu vois? Donc je sais pas, tu vois? Mais ouais, j'y crois, tu vois? Je me dis que vraiment, en mettant le focus et l'énergie au bon endroit, en travaillant pas forcément, 18 heures par jour, tu peux potentiellement faire un truc quand même sympa, tu vois? Ouais, moi j'y crois de plus en plus. Et maintenant mon travail c'est de savoir bah, où est ma zone de génie justement, où est-ce que j'apporte le plus de valeur Mmh. et à quoi je dis non, enfin à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Ouais. OK, donc tu fais quoi? Tu fais lycée, et après c'est quoi la voie, comme étude que tu choisis? Tu fais école de commerce Ouais, directement, ou ah oui, non, tu m'as dit j'ai Sciences fait Po, prépa. prépa? En fait, j'ai passé les concours de Sciences Po quand j'étais au lycée, j'ai raté. Ouais, Et donc du coup, j'ai fait une prépa pendant 2 ans. ouais, Donc OK. pendant 2 ans, ouais, c'est assez intense quand même. t'as- tu fais à peu près que ça. Dans le sud, du coup? Ouais, à Sophie Antipolis, à côté d'Antibes. Ah ouais, je connais bien. OK, et du coup, ben, tu intègres, cette école de commerce? Ouais, j'intègre cette école de commerce à Grenoble. Ouais. Donc du coup, je quitte mon sud pour aller à Mon Grenoble. sud, Mon mon sud, c'est sud. mon sud. It's mine. Pour aller à Grenoble, ouais. Donc c'était mon premier. Tu te sens un peu plus adulte parce qu'en prépa, j'étais en internat. Donc Mmh. c'était une forme d'indépendance, mais t'es quand même vachement choyé. T'as tes petits repas et tout. Mmh. Du coup, ouais, là, c'était premier départ. Quand je suis arrivée en école de commerce, je pense. Ouais. Trouble du comportement alimentaire, en fait, je crois que j'ai fait de l'hyperphagie Ah OK. pendant quelques temps. Et en fait, ouais, je mangeais mes émotions, quoi. J'étais capable de manger
Enfin, surtout, en fait, le pire pour moi, c'est quand t'avais des buffets où genre il y avait un plateau de bouffe genre sous tes yeux et j'avais aucun self-control. Et c'était hyper douloureux pour moi parce que j'avais beaucoup de honte associée à ça, tu vois. J'avais hyper honte de pas être capable de me contrôler face à la nourriture et d'avoir l'impression de, genre juste de remplir un truc en mangeant. Donc, tu étais à l'école et tu as développé des troubles alimentaires. En Il y fait, avait une raison, tu je penses? sais pas trop comment ça m'est venu, mais en fait, quand j'étais à une soirée, par exemple, avec des potes, genre, tu sais, mes potes, quand ils avaient plus faim, ils s'arrêtaient juste. Ouais. Et moi, j'étais là, genre, je continuais et tout. Et ça me craignait. Enfin, franchement, j'avais trop honte de ça parce que euh, c'était limite de me goinfrer, tu vois. Et j'avais Ouais. l'impression vraiment de me goinfrer tout le Mm. temps. Et du coup, j'ai fait une formation pour me libérer de ça. Ouais. C'était la toute première formation que j'ai achetée dans le dev perso. Ok. Et du coup, c'était un step pour moi parce que je me disais, bon, je sais pas, est-ce que ça va marcher une formation et tout. Et ça m'a fait trop du bien parce que du coup, je me suis rendu compte en fait que ces troubles du comportement alimentaire, c'est très souvent lié à un manque d'estime de toi. Ah. Euh, et, euh, et en fait, tu viens combler dans la nourriture quelque chose. Et c'est aussi lié à une image peut-être déformée de ton physique, tu vois, de ton apparence, ou peut-être tu vas beaucoup te comparer, ou tu vas beaucoup regarder d'autres personnes et pas te sentir à la hauteur. Et au final, tu vas plus manger parce que t'es pour te Ah, consoler ouais. d'une certaine manière. Et franchement, ouais, c'est un truc qui m'a suivi pendant plusieurs années et j'avais pas forcément conscience que c'était un problème, un peu comme l'hypersensibilité, tu vois. Je me rendais pas compte que j'avais un problème particulier par rapport à ça. Juste, je me rendais bien compte que je mangeais parfois beaucoup plus que les autres. Alors que, tu vois, j'étais toute maigre. C'était il y a 5-6 ans, j'étais toute maigre et tout. Et, et ça m'a beaucoup fait souffrir parce que j'avais honte, ouais, T'avais honte de de ça. toi? Ouais, j'avais honte de moi, en fait. J'avais l'impression d'être sale, limite, tu vois, de Ah ouais. autant bouffer. Voilà. Après, j'ai fait 1 an en Estonie. J'ai fait un Ah, Erasmus d'1 an en Estonie. pourquoi? Pays. Bah, en fait, c'est des raisons un peu très pragmatiques. Je me suis dit, pays de l'Est, je connaissais pas du tout. Je voulais toucher. En fait, je voulais toucher la bourse Erasmus quand t'étais. Enfin, en fait, je me voyais pas du tout partir dans des pays genre Australie, New York, où ça coûte hyper cher. Ouais. Donc, je voulais rester en Europe parce que t'es quand même beaucoup plus aidé quand t'es étudiant. Et je voulais découvrir un coin de l'Europe que je connaissais pas. Et du coup, j'ai eu de la chance quand j'étais petite, j'ai beaucoup voyagé en Europe avec ma mère, donc je connais très bien une partie de l'Europe. Mais cette partie-là, Europe de l'Est, je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, bah, si je suis en Estonie, je pourrais voyager dans pas mal de pays autour. Donc c'est en fait plein de raisons très pragmatiques qui m'ont Ok. fait aller là-bas. Ouais. Et j'avais aussi parlé à un alumni de mon école qui était allé en Estonie et qui avait adoré, et il m'avait trop motivée à y aller. Mm. J'avais conscience que les pays sous-cotés, c'était bien, parce que en fait, j'étais agréablement surpris après. Et ouais, donc j'ai adoré mon année en Estonie. Et quand je reviens, du coup, je viens à Paris, puisque c'est le moment où je me suis lancée en auto-entreprise quand j'étais en Estonie. Bon, ça n'a pas forcément marché. Genre, je- C'était quoi? en fait, je me suis lancée, j'ai trouvé une première cliente. Je faisais un peu du community management avec elle. Enfin, j'étais un peu son bras droit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'était limite assistante virtuelle, ce que je faisais Ah ouais. avec elle. Je sais pas comment décrire exactement ce que je Ça faisais. marche bien, AVA, en D'un bras vrai. droit. Enfin, Maintenant, ça marcherait bien, mais moi, c'est- c'est pas du tout le poste Ok. que j'avais envie de faire. Ouais. Enfin, dans lequel je me projette sur du long terme. Et donc, du coup, après avoir fait ce contrat-là, en fait, je me rends compte que ça me va pas, j'arrive pas à gérer avec les cours et tout. Et du coup, j'arrête. Et après ça, j'ai rien. Et Ok. moi, je savais pas quoi faire. J'avais envie d'avoir un truc, mais en même temps, je me voyais pas du tout prospecter. Je savais pas quelle était mon offre. J'étais un mélange de syndrome de l'imposteur et juste, je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui me correspond, Mm. qu'est-ce qui fait pour moi. C'était avant qu'il y ait cette conférence TEDx où je Ouais. prenne la parole et Ouais, tout, ouais, que ouais. je rencontre Samuel et avec qui j'ai bossé en tant que bras droit de conférencier et tout. Donc, c'était une période de flou. Et du coup, là, j'avais pris un job dans un bar, payé 5 € de l'heure en Estonie. Et Ouais. là, j'avais trop l'impression d'être nulle parce que je passe de oh, trop content, je crée mon auto-entreprise, vas-y, je passe à l'action et tout, à oh, mais non, en fait, j'ai 0 € de CA, je travaille pour 5 € de l'heure, donc tu vois, c'était très loin du SMIC LinkedIn. Et finalement, c'est quand je rentre en France que ça commence à bien se développer. Je commence à faire du ghostwriting Ouais. avec Mais pourquoi tu as eu cette envie quand tu étais en Estonie? Enfin, te dire, j'ai envie de créer mon auto-entreprise. mon auto-entreprise. En fait, je pense que Pourquoi j'avais. tu voulais être entrepreneur? Parce que j'avais peur d'être salariée, en fait. J'avais trop peur d'être salariée, je pense, à la fin de mes études. J'avais trop peur que ce soit
la prison, le salariat et tout. En fait, Mais il y a plusieurs pourquoi? raisons. Il y a une raison long terme où, à long terme, je ne voulais pas être entrepreneur parce que j'avais l'impression que le salariat, c'était vraiment la route vers le burn-out. J'avais une vision hyper négative du salariat. Et à plus Mais court tu terme, penses qu'il y a une raison? oui. Ouais. Oui, je pense que quand j'ai grandi, j'avais beaucoup de personnes qui n'étaient pas épanouies autour de moi, tu vois, dans ce modèle-là. Et du coup, Ok. moi, j'avais pas envie de reproduire ça, tu vois. Je pense Ok. que je m'en faisais trop. J'avais une. J'avais vraiment dramatisé le truc, je pense. Ok. C'était pas une vision conforme, je pense, à toutes les réalités. Bien sûr que ça couvrait peut-être une partie de la réalité, mais maintenant, j'ai beaucoup changé d'avis sur le salariat. Et à plus court terme aussi, j'étais étudiante et je voulais trop un revenu à côté. Et je trouvais ça trop cool d'être en auto-entrepreneur parce que tu pouvais bosser à ton rythme, de là où tu voulais. Tu n'étais pas obligé d'être dans des tafs comme serveur ou travail au bar. Mais au final, je l'ai fait quand même. Pas le choix. En soi, j'ai fait les deux. Et c'était trop cool en fait de dégager des revenus en étant étudiant, puis en même temps ça t'apprend des nouvelles compétences, donc je voulais vraiment le faire, ça me tenait vachement à cœur. Mais ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Je voulais le faire, tu vois, dès ma première année en école de commerce. Je me rappelle, j'écoutais déjà des podcasts, je regardais peut-être des formations pour devenir rédactrice web, SEO, tu vois, je me disais quelles compétences je pourrais apprendre. J'aime bien écrire, peut-être rédaction web et tout ça. Et au final, sans avoir plus poussé que ça, après, j'ai rencontré Mathieu qui a fondé Linker, Mathieu Pimor. Ah ouais. Et il faisait du ghostwriting et c'était au tout début. Et donc, du coup, il m'a recruté dans son agence en tant que freelance. Donc, j'ai commencé. Chez Linker, du coup? Ouais, chez Linker. Ah putain. Donc, en fait, en parallèle que je bossais avec Samuel en tant que bras droit, je faisais aussi du ghostwriting. Ok, je résume, t'es parti en Je Estonie. suis partie en Estonie, après, je suis rentrée à Paris. T'es rentré à Paris, ok. Et Paris, en fait, au moment où je quitte l'Estonie et je vais à Paris, je me dis que là, je veux vraiment développer les conférences. Ok. Et je me dis que Paris, c'est le meilleur endroit pour développer ça parce que, grosso modo, il y aura plus de clients, il y aura plus d'opportunités. Quand j'aurai une opportunité, je serai déjà sur place. Puis, je pense que je suis à une période de ma vie aussi où j'ai envie de me rapprocher de mes potes parce que mes potes ont quasiment tous déménagé à Paris à la fin de leurs études. Et puis, être dans une ville qui bouge parce que la ville où j'ai grandi, maintenant, c'est très calme. C'est vraiment très calme. C'est le sud. Hein. Ouais, c'est le sud. Donc, j'adore y être l'été, mais c'est vrai que dans l'année, j'aime être stimulée. Donc voilà, je suis à Paris depuis maintenant 1 an à peu près. Mais ouais, clairement, pour les opportunités, c'est triste, mais il faut être à Paris, quoi. Ouais. Même si ça bouge trop. Enfin, toi, ça va, la vie à Paris, c'est pas trop... Parfois, franchement, ça m'épuise aussi. Hein. Je t'ai pas posé la question, t'es intro, extra? Moi, je pense que je suis clairement extravertie. J'aime trop... Hypersensible, extravertie. Ouais. Ok. J'aime trop être... Nina, elle me le dit tout le temps. Elle me dit, toi, t'es clairement une extravertie. Dès que tu rencontres des gens, t'es trop contente. Et quand je dois rester toute seule, je dois faire des activités toute seule, je me sens pas motivée et tout. Ah ouais. Donc clairement, j'ai plus d'idées quand je suis avec des gens. J'ai plus de motivation quand je parle avec des gens. Plus d'énergie. Enfin, c'est jour et la nuit, quoi. T'aimes pas être seule? Si, j'adore être seule. J'adore me faire des week-ends parfois où genre mon seul programme, c'est de lire et tout ça. Mais ce qui va vraiment m'apporter de la joie, c'est quand je suis avec des gens. Ouais. Ok. Et donc, en fait, c'est rigolo parce que là, c'est une interview différente parce que vu que tu es jeune, on parle école et là, directement entrepreneuriat, tu vois, directement tes projets. Donc, ouais, tu te lances dans le podcast, conférencière, enfin, où tu veux développer du coup ce côté un peu conférencière. Et à quel moment tu te rends compte que tu as pris trop de trucs en même temps et tu te dis burn-in potentiel? Ouais. Et c'est quoi un burn-in? Si tu pourras l'expliquer après par rapport à un burn-out. Qu'est-ce qui m'est arrivé en fait À ton si jeune âge. Ouais, mon âge. En fait. Je veux dire de pas craquer. Ouais. Moi, je pense que déjà, il y a des antécédents de dépression dans ma famille. Donc, je sais qu'il y a des antécédents de dépression. Donc, je pense qu'on a une corde sensible sur ce côté-là. Ok. Et moi, ce qui m'a fait me rendre compte que j'avais trop forcé, c'est qu'un jour, j'étais invitée à donner une conférence dans un événement pour étudiants où il y avait plein de speakers hyper inspirants et tout. Et ce jour-là, j'aurais dû être trop heureuse parce que je faisais tout ce que j'avais envie de faire. Et en fait, j'étais blasée, mais j'étais limite aigrie d'être là. Alors que c'est pas du tout ma personnalité d'être comme ça. Et ce jour-là, j'avais calé 2 événements. Donc le matin, j'allais à une conférence qui durait toute la journée. Ensuite, j'allais à un événement que j'organisais avec Nina, à l'autre bout de Paris. Et ensuite, je revenais à mon événement de base parce que j'intervenais le soir.
Bref, ça, c'est typiquement moi qui me surcharge, genre une journée, tu vois, à vouloir être partout à la fois, tu vois. Mm. Et en fait, quand je quitte le premier événement pour aller avec Nina, on organisait la sortie de son livre. Et en fait, je suis pas du tout bien. Tu vois, genre, j'arrive en retard en plus, je suis stressée et tout. Et Nina, elle voit que ça va pas. Et elle me dit, bah, déjà, elle me dit, qu'est-ce que t'as déjà, comment ça se fait que t'es en retard? Parce que tu devais arriver avant. Et après, direct après, elle voit que je suis pas bien. Et en fait, on marche. C'était un événement qu'elle avait organisé, ça s'appelait Ramène tes baskets. Et en fait, c'était un peu des coachings entre entrepreneurs, mais en marchant. Et du coup, plein d'entrepreneurs sont en binôme et tout, et nous deux, on est ensemble. Et en fait, je lui dis, bah non, en fait, ça va pas. Et là, très vite, bah, vu que je suis hypersensible, je me mets à pleurer. Et, et j'arrive pas à retenir ce que je ressens et tout. Et c'est la première fois que Nina, elle me voyait comme ça, parce que ça faisait pas longtemps qu'on bossait ensemble à l'époque. Et, et en fait, bah, je me rends compte que au début, je comprends pas pourquoi, genre, je me sens comme ça, tu vois. Et après, bah, très vite, en parlant avec Nina, elle me fait, bah, juste, Julia, je pense que tu fais trop de trucs en même temps, tu vois. Et que tu veux faire des conférences, et que tu veux faire ton podcast, et que tu veux écrire un livre, et que tu veux intervenir dans machin. Enfin, t'essayes de faire trop de projets en même temps. Et même si chaque projet te plaît, bah, en fait, c'est pas écologique de vouloir faire tout ça. Et en fait, Nina, elle m'a vraiment appris la différence entre kiffer et en fait, se surcharger de projets kiffants, c'est pas du kiff en fait. Pas du tout. Parce que c'est en fait une pression que tu te mets. C'est aussi te sentir nul de pas réussir à faire tout ce que tu voulais faire à la base. Et c'est aussi juste t'épuiser progressivement dans tout ça et perdre du plaisir. Mm. Et puis aussi, bah, quand tu fais trop de trucs, t'es moins efficace parce que du coup, t'es plus fatigué. Et donc, du coup, tu prends plus de temps à faire ce que tu faisais en moins de temps. Donc, du coup, tu prends du retard. Donc, tu travaillais plus longtemps pour récupérer ton retard. Donc, du coup, t'es plus fatigué. Donc, t'as moins d'énergie. Enfin, en vrai, c'est vraiment un cercle vicieux. Clairement. Et donc, en fait, je me mets juste à pleurer devant elle. Et à ce moment-là, je me dis, bah, c'est pas du tout ça ce que je fais. Tu vois, cette semaine-là, je me couchais hyper tard. Genre, je me couchais parfois à 2-3 heures pour finir des prêts. Je me réveillais, j'avais juste pas envie j'avais pas l'énergie de sortir de mon lit, tu vois. Genre, j'étais là, j'étais dans mon lit, j'avais pas envie de sortir de mon lit, j'arrivais pas. Donc, genre, je me réveillais, je mettais 3 heures pour sortir de mon lit, alors que d'habitude, à 7 heures, je suis première alarme, je saute de mon lit, tu vois. Mais genre là, vraiment, mon corps me dit non, reste dedans. J'avais les yeux éclatés, comme si j'avais fumé 3 joints, tu vois. Enfin, bref, physiquement, ça se voit en fait que je suis pas du tout dans mon état normal. C'était un début de burn-out en fait. Ouais, je pense. Burn-in. Après, du coup, pour avoir connu des gens qui ont fait un vrai burn-out, je suis un peu gênée d'utiliser ce terme parce que je pense que burn-out, c'est vraiment, tu peux vraiment plus sortir de ton lit du tout, tu vois. Et moi, j'étais loin d'être dans ce cas-là, heureusement. Mais en fait, c'était clairement un signal d'alarme de mon corps de dire, Julia, tu crois que tu gères et que tu es entrepreneuse de ta vie et tout, mais là, tu es en train juste de faire trop de trucs et de trop aussi accepter toutes les sollicitations, de vouloir faire trop de projets en même temps. Et donc, du coup, depuis ce moment-là, ça m'a fait prendre conscience, ce qu'on disait tout à l'heure, que j'avais pas autant d'énergie que ce que je voulais bien le croire. Et c'est bien de dire ça. Je pense, tu vois, même à ton âge, on peut craquer du manque d'énergie, quoi. Mais clairement, hein. Tu vois, et je connais plein de gens qui ont fait des burn-out pendant leur alternance, pendant leur stage et tout. Bon, souvent parce qu'ils avaient des managers toxiques qui leur mettaient trop de pression. Moi, c'est personne qui me met la pression, c'est juste moi-même qui me je pense, ait envie de faire plein de projets. Après, peut-être si on creusait, peut-être que je cherche à me prouver des choses aussi à travers tout ça. Hein. Souvent, je me pose la question, je me dis, mais Julia, pourquoi tu as envie de faire tout ça si tôt? Qu'est-ce que tu essayes de prouver ou quoi? Est-ce que c'est vraiment juste parce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu as des trucs à te prouver à toi ou aux autres? Et bon, du coup, j'ai pas fait de psychanalyse, je sais pas. Je sais pas. Sûrement que tu as des choses à te prouver aux autres. Enfin, à te prouver aux autres, oui. À te prouver à toi-même et que tu as envie de prouver aux autres. Mais en tout cas, j'essaye de prendre conscience de ça et d'être plus clémente avec moi-même. Et je suis comme toi un peu. Je pense que c'est dur pour moi d'accepter, de me dire, bah non, ça, je le fais plus tard, tu vois. Parce que du coup, je me dis, ah, mais non, je me cherche des excuses. Ah, mais non, mais je devrais faire ça. Là, je me donne pas toutes les chances de réussir si je fais pas ça. Tu vois, enfin, à chaque fois que je repose des projets, il y a une petite voix culpabilisante de me dire, ah, mais il y a d'autres personnes qui le font et pas toi. Qu'est-ce qui te pousse à faire autant? Pourquoi tu veux faire autant? Parce que tu disais que du coup, tu te poses des questions. Est-ce que c'est pour te prouver des choses? Pourquoi tu te mets autant de pression? Pourquoi tu te mets autant de charges? Pourquoi tu veux travailler autant? Ma première, c'est est-ce que c'est lié à
un manque d'argent ou tu as envie de faire beaucoup d'argent. Mm. Qui t'a inspiré pour aller dans cette direction-là, même si tu parlais de Louise, tu parlais de... Ah putain, j'ai oublié son prénom. Caroline. Est-ce que tu as un peu démêlé des petits trucs ou est-ce que tu as envie d'être une girl boss? Est-ce que tu as envie d'être millionnaire, voilà, par exemple? Qu'est-ce qui te motive? C'est l'argent? Est-ce que c'est genre... C'est pas du tout l'argent, hein, parce que je fais plein de confs gratuites. Franchement, c'est pas du tout... Enfin, bien sûr que j'ai envie de vivre de mon activité et d'en vivre confortablement. Mais c'est pas... je suis pas du tout... Enfin, mon but, c'est pas du tout de faire 1 million. Je rêve pas de faire... tu vois... pour ça, je pense que je suis... Après, j'ai pas de jugement. Hein. Non, parce que moi, j'ai aucun problème à vouloir gagner plein d'argent. Ah ouais, non. Mais moi j'ai aucun problème à vouloir gagner beaucoup d'argent, mais par contre, c'est pas ma motivation principale. Ça, je le sais clairement, tu vois. Non, en fait, c'est pas l'argent ma motivation principale. Et c'est pas ça qui m'encourage à accepter plein de trucs. En fait, quand j'accepte plein de trucs, je me rends pas compte au départ que j'accepte trop de trucs. C'est ça le problème. Ah, okay. C'est que, genre, j'accepte parce que sur le moment, ça a l'air trop cool. Et après, aussi, parfois, t'acceptes des projets dans un moment où t'es à l'aise, enfin, t'as du temps et tout. Et en fait, le moment où ça va se passer, tu t'es pas rendu compte qu'à ce moment-là, t'as plein d'autres trucs. Et moi, je pense que c'est ça, c'est arriver à te projeter au moment où ça va se passer, dans quelles circonstances tu seras à ce moment-là, et est-ce qu'à ce moment-là, tu auras l'énergie de faire tout ce à quoi t'as dit oui, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que c'était hyper inconscient. Et puis là, ça fait 3 ans que je me suis lancée. J'ai d'abord lancé le podcast, ensuite j'ai lancé des conférences, ensuite je me suis lancée en freelance. D'abord, je me suis lancée en freelance, ensuite j'ai lancé mes propres conférences. Et en fait, les trucs s'ajoutent petit à petit, tu vois. Maintenant, je fais aussi de l'influence, je fais des posts avec des marques. Tu vois, enfin, c'est plein de petits trucs qui s'ajoutent petit à petit. Je suis aussi dans des assos. Et après, c'est le dur de jongler avec tout ça parce que t'ajoutes, mais il y a rien qui part. Enfin, tu vois, il y a rien qui s'enlève. Et moi, je suis toute seule. Enfin, je délègue rien. Enfin, je délègue très rarement des petites tâches, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu hyper inconscient. Ouais. Et moi-même, je sais pas. Enfin, en fait, je pense que ce qui fait que j'en fais beaucoup, c'est juste que j'ai envie de faire plein de trucs, tu vois. Enfin, par exemple, on m'a proposé de passer sur des podcasts. Je sais que ça, je vais passer un trop bon moment, ça va être cool. Mais du coup, après, je me dis, mais merde, je vais être KO cette semaine-là, tu vois, j'ai accepté trop de trucs. Ou j'ai envie de lancer plein d'événements avec ma communauté, plein de conférences et tout. Mais en fait, je me dis, mais je vais être KO parce que j'ai les cours, j'ai tout le taf à côté avec Nina et tout. Et ouais, je pense que parfois, c'est juste trop d'optimisme en moi, en fait, qui fait accepter trop de trucs. C'est juste, tu penses que ça va aller. En fait, ça va pas aller. Parce que ce que j'ai appris vraiment récemment, c'est à estimer combien de temps va me prendre quelque chose et en fait, à être beaucoup plus réaliste, beaucoup moins optimiste sur le temps que j'avais et avoir plutôt Enfin, j'aimerais plutôt en mettre moins que plus, mais là, j'en suis encore loin. Ouais. Non, mais c'est dur. Ouais, en fait, t'as l'impression que tu peux faire plein de choses. Ouais, c'est ça. Mais finalement, 24 heures, c'est 24 heures. Non, mais clairement. Et puis, en fait, c'est au-delà du temps, c'est l'énergie, en fait. C'est... ok, à la limite, parfois, t'as le temps. Mais juste là, t'as trouvé trop de trucs déjà qui t'ont pris de l'énergie. Tu vois, genre, ok, tu te dis, par exemple, il est 20h. De 20h à 23h, t'as 3 heures. Mais juste, t'es KO. Moi, les journées, par exemple, où je rentre de cours ou quand je rentre d'une journée de taf, mais je suis bien déjà, tu vois. J'ai juste envie de manger et d'aller me coucher, tu vois. Ouais. Et là, parfois, je me dis, attends, il faudrait que je réouvre mon ordi, mais non, j'ai pas l'énergie, tu vois. Et ouais, du coup, même problème que tout à l'heure, c'est quand tu vois des gens qui ont l'impression, t'as l'impression qu'ils arrivent à tout faire. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça part d'une bonne intention à la base, ça part juste de me dire que, en fait, je vais dire oui à des projets que j'aime, donc ça peut que aller mieux. Mais non. Ouais. Parce que non, c'est juste le projet de trop parfois, quoi. Mais t'as cette envie aussi, de tout ce que j'ai entendu depuis le début. Tu fais beaucoup de choses pour les gens, quoi. Enfin, tu veux vraiment apporter de la valeur, t'es vraiment dans l'associatif. Bah ouais, moi j'aime trop, tu vois, faire des mises en relation. Quand il y a quelqu'un qui lance un projet, j'ai trop envie de l'aider et tout. Et parfois, le risque aussi, c'est de vouloir trop faire plaisir ou tu vois, justement de dire à quelqu'un que j'ai envie de t'aider. Mais en fait, après, tu te dis, ah merde, mais j'ai dit que tu allais l'aider. Et donc, du coup, tu l'aides parce que tu as fiabilité que j'ai dit tout à l'heure. Donc, tu l'aides, mais après, toi, tu te crames. Tu vois, moi, clairement. du coup, pour respecter ce truc de fiabilité, parfois, je fais des trucs. Alors qu'en fait, là, vraiment, j'ai plus l'énergie. J'aurais juste envie de limite planter la personne. Mais je me dis, non, non, ça se fait pas. T'as dit oui, donc maintenant, tu t'es engagé, tu vois. Je me dis, tant pis pour toi, tu diras non la prochaine fois. Mais c'est des leçons que tu payes cher, je trouve.
Parce que là, ton burn-in, j'avais noté un truc, tu avais écrit, je sais pas si c'est ça, mais en été 2022, tu avais écrit j'avais perdu une partie de qui j'étais. Enfin, écrit ou dit. Ouais, Ça voulait dire quoi, ça? ouais, ça voulait dire en fait, c'est ma mère qui m'avait dit ça. C'est genre, j'étais une coquille vide, tu vois? Genre parfois elle me disait on était à table ensemble et tu sais, elle me disait: «Normalement, t'es hyper souriante, tu bavarde, tu vois, tu enjouée et tout» Mmh. et là, juste tu là, tu silencieuse, tu parlais pas, le regard un peu, dans le vide et tout et du coup, ouais, je pense, j'ai perdu, cette joie de vivre que j'ai parfois, tu vois? Quand t'en fais trop et tout. Du coup, je me mets à être encore plus émotive que d'habitude Ouais. ou au contraire à tout garder pour moi, tu vois? Mmh. Donc enfin, du coup, à être émotive en privé, mais du coup, à tout garder pour moi, quand je suis avec des gens, en plus, moi, je suis une personne, j'ai du mal à demander de l'aide, donc j'ai vachement Ah ouais? de ouais, Pourquoi? je sais pas, j'aime bien écrire, donc je vais plutôt, quand ça va pas, je vais plutôt, écrire dans des carnets, Mmh. raconter comment ça va. Heu, je vais peut-être enfin, je vais appeler des potes, mais pas pour gérer mon problème, plutôt parce que ça va me faire plaisir de leur parler de manière générale, juste d'avoir de leurs nouvelles, mais pas, pour qu'on traite, mon problème en particulier, tu vois? Mais là, j'apprends en plus à à en parler, mais l'écriture, ça m'a fait beaucoup de bien pour ça, tu vois? Justement, parce que ça t'ouvre un espace où tu peux te confier, où tu as pas peur d'être jugé, où tu peux, parler pendant, Mmh. 3 heures, tout seul Ouais, c'est clair. et où tu traites un peu tes problèmes d'estime de toi-même, Mmh. enfin, j'essaye d'être un peu ma meilleure amie quand j'écris, tu vois? J'essaye de me parler comme, ma meilleure amie me parlerait. Mais ouais, je pense que j'ai quand même encore du mal à demander de l'aide Ah ouais? OK. et c'est pour ça, ouais, l'impression de plus être moi-même parce que j'avais perdu cette joie que j'avais, tu vois? Et je la retrouve quand, à nouveau, je fais moins de choses et que je sens que je suis plus focus, plus organisée et que j'ai pas tout le temps l'impression de rater un truc ou d'être en retard ou de mal faire, ce que j'avais dit que j'allais faire, quoi. Parce que c'est très récent, finalement, ton burn-in, là, c'est ça? Enfin, C'était, c'est, juin 2023. ah, le burn-in, c'est en juin 2023? Ouais. OK, donc j'ai mal noté le truc, parce que tu as pris 2 mois où tu as tout déconnecté? Ouais, ça m'a fait trop du bien. Mais En vraiment tout, tout, tout? Bah, oui, oui, je fais des mois de vacances. C'est dur, hein, de déconnecter vraiment. Ah, ça m'a fait trop du bien. Ouais. Franchement, enfin, je faisais quelques posts, LinkedIn, mais vraiment je faisais rien d'autre et c'était trop, trop salvateur, quoi. C'était 2 mois de vacances, quoi Ouais. et ouais, ça je pense que j'avais besoin aussi avant de en fait, l'année dernière, j'ai fait une année de césure, Mmh. donc c'était plus Ah. facile pour moi parce que j'avais pas de cours, mais là, cette année, je reprenais les cours pour ma dernière année et je m'étais dit que je m'étais dit que le rythme allait être plus intense et que j'avais envie aussi avant de reprendre un rythme intense, de bien profiter et tu vois, ça m'a permis de vachement réfléchir à ce dont j'avais envie, Mmh. après. J'avais le projet d'écrire un livre, l'année dernière. J'avais contacté une maison d'édition, j'étais partante pour me lancer dans le projet et tout. Enfin, eux, ils étaient chauds et c'est en septembre que j'ai pris la décision d'arrêter parce qu'en fait, je me suis rendue compte, mais je sais pas où est-ce que je l'aurais casé, en fait, le livre, genre dans cette, emploi du temps, genre. À quel moment je me suis dit que j'allais avoir le temps de faire ça, tu vois? Ouais. Je pense que je suis trop ou mon optimisme me dessert, je pense, dans, ce côté: «Non, t'inquiète, ça va aller, je vais Ouais. gérer et tout» et en fait, bah, quand t'as tout qui tombe en même temps, tu en mode: «Ah bah, j'ai pas prévu». Mmh. Tu besoin, toi, de la validation des autres ou pas? Ça, c'est un truc que tu recherches qui te fait du bien, qui te nourrit, le fait de faire des conférences, je sais pas, le fait, de faire des podcasts, Mmh. Bah, est-ce ouais, que je tu pense aimes bien? Est-ce que tu as besoin de ce truc-là, ouais, je pense que j'ai besoin parce que sinon genre, enfin, j'ai l'impression que ça sert à rien, tu vois? Et Mmh. après, c'est pas que je pense que si tu es honnête avec toi-même, c'est pas que, pour être utile, c'est aussi parce que, tu as besoin, d'être validé, tu as besoin d'être, aimé, en fait, au fond, c'est ça, tu vois? Dans les conférences, tu as aussi l'amour des gens, même quand tu es client, tu vois? Et que tu leur es utile, bah, enfin, je pense que, ouais, j'ai beaucoup besoin d'être aimée, OK. des gens. Tu as eu de l'amour, toi, en général? Oui, pourtant, j'ai été très aimée, tu vois? Je pense que j'ai vraiment, été comblée d'amour, quand j'étais, enfant, dans mon éducation et tout ça, mais je pense que j'ai quand même besoin enfin, je recherche beaucoup ça aussi, je pense, dans, mes relations et tu vois, enfin, ouais, ça me fait hyper plaisir, du coup, quand je reçois des retours positifs de mes clients. Enfin, j'ai besoin d'avoir ces retours positifs-là, heu,
que ce soit dans mon podcast, dans mes conférences, dans mes coachings, tu vois, avec mes clientes, j'ai besoin d'être rassurée, je pense, que ce que je fais, c'est bien, que c'est utile, que Ouais. les gens aiment et tout. Je Mm. pense que j'ai vachement besoin d'être rassurée, alors qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus détachés de... C'est même pas du regard des autres, parce que pour moi, le regard des autres, c'est plus ce que les gens pensent de toi, mais là, c'est... Enfin, c'est important pour moi que les gens dont je suis proche, je, je sais que ça a un impact ou Mm. qu'ils apprécient ce que je fais. Enfin, Ouais. je sais pas comment expliquer ça. Non, mais c'est normal en soi. Ouais. Tu as vraiment envie d'apporter de la valeur et que ce soit utile. Ouais, mais je pense qu'il y a plus que ça, tu vois. Enfin, Ouais. plus que ça dans le sens... au-delà d'apporter de la valeur, je pense que tu as aussi besoin d'être juste rassuré, toi, en tant que personne, tu vois. Genre que ça te rassure, en fait, que ça vient combler chez toi peut-être un manque d'estime de toi-même ou un truc comme ça, tu vois. Genre, quand t'as pas l'estime de toi-même que tu te donnes à toi-même, tu te rattaches un peu aux commentaires positifs des autres pour te dire « Ah oui, ça va, c'est bien ce que je fais et tout. Ok. Là, tu Tu vois. manques de confiance en toi, Bah, en fait, tu penses? moi, je pense que je manque de confiance en moi. Et ça se voit pas du tout parce que les gens... Enfin, on Oui, dirait bon, t'es conférencière, quoi. Ouais, non, mais en fait, on dirait que j'ai hyper confiance en moi. Et bah oui, je pense que je manque de confiance en moi. Je pense que je doute énormément de la valeur de ce que je fais. Bah, le même truc que quand j'étais petite et que j'avais peur que les gens soient pas contents, tu vois. Là, très souvent, j'ai peur que mes clientes soient pas contentes, que les gens avec qui je bosse soient pas contents. J'ai toujours peur que... Enfin, parfois, j'avais peur que quand j'étais pressée pour quelqu'un, que du jour au lendemain, on me vire parce que les gens trouvaient que c'était nul ce que je faisais, tu vois. Alors qu'en fait, non, on me vire pas, mais genre, j'ai souvent cette peur au fond de moi que ça s'arrête, que les gens s'aperçoivent qu'en fait, je suis nulle, tu vois. Genre, Ah ouais? ouais. D'accord. Mais je pense que oui, Et tes parents, ils t'ont donné de la... Ils ont cru en toi depuis que t'es gamine? Ouais. Bah oui, franchement, enfin, ma mère, elle m'a beaucoup soutenue et tout. Après, bah, c'est juste au début de l'entrepreneuriat, elle était pas. Enfin, je pense qu'elle avait beaucoup de peur, donc c'est normal, tu vois. Oui, c'est normal. Donc je sais pas si c'est lié à ça, mais je sais pas à quel point c'est malsain ce truc. Enfin, je sais Bon, pas. c'est pas malsain, Ouais, mais en non, je pense que c'est pas soi... malsain, mais je pense que ça te dessert quand même d'avoir autant besoin d'être rassuré tout le temps, tu vois, et de chercher autant qu'on te rassure sur ce que tu fais, c'est bien, tu vois, d'avoir tout le Ouais. temps besoin d'être réconforté un peu d'une Ouais. certaine manière grâce aux commentaires positifs et au feedback positif et tout ça. Hmm. De Ouais, pas je pense savoir qu'il y a une toi-même. limite. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est de pas avoir toi-même confiance que c'est bien ce que tu fais, tu vois, d'avoir toujours besoin qu'on te dise non, t'inquiète, c'est bien, bravo, continue et tout. Hmm. Ouais, je pense qu'il y a une limite, Ouais. clairement. Parce que ce que tu fais, c'est bien. Non, mais je veux dire, à ton âge, en vrai, enfin, il faut que j'arrête avec l'âge. Ça fait condescendant, tu sais, à ton âge. Par exemple, tu fais plus que moi, tu vois. Mais alors ça, non, ça par contre, je trouve, comment tu peux juger les trucs que tu fais le plus? Enfin, tu vois, Bah, je trouve que c'est dans le truc un peu... Par rapport à mes objectifs perso, Ah. je dirais. Ah bon? Tu vois, Pourquoi c'est quoi tes objectifs perso? non, mais je veux dire, après, c'est toujours pareil, c'est la comparaison. En Ouais, fait, t'en fais plus. c'est un peu Ouais, biaisé. elle en fait plus et tout. C'est un Alors peu qu'en fait, biaisé, enfin, mais si tu connaissais les coulisses de ma vie, tu te dirais, bah non, elle en fait pas plus, tu vois. l'envers du décor. L'envers de ta du vie, tu vois. décor. Ouais. Non, mais je veux dire, ouais, moi, enfin, c'est comme je t'ai dit au tout début, je suis admiratif, quoi. À 20 ans, 21 ans, commencer à faire des podcasts, conférencière. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, au final, tu Ouais. vois. Et malgré ça, toi, tu remarques pas que c'est bien ce que tu fais, quoi. Bah en fait, moi, je Si pense... si moi, mon personne te le dit, explication... En fait, ouais. mon explication à ça, c'est que je suis tellement entourée de gens qui font ça. Ah. En fait, c'est que vu que je me suis fait un réseau de gens qui évoluent dans ce milieu, en fait, pour moi, c'est genre normal, tu vois. Et du coup, pour moi, je vois les gens qui font plus et qui sont mieux avancés, qui donnent des conférences plus prestigieuses, de meilleure qualité, où le contenu, je trouve que c'est plus intéressant. Tu vois, moi, parfois, je me dis, oh, c'est trop bateau ce que je dis, tu vois, genre, je me juge et tout. Alors que parfois, c'est juste des gens qui sont lancés depuis plus longtemps, tu vois. Mais je pense que souvent, j'oublie mon âge et j'oublie Ouais. que je suis encore Bah, c'est au ouf, en début, vrai. tu vois. Ouais, tu devrais être fier de ce que tu fais. Ouais, bah, en fait, j'apprends à être fière de moi. Je me suis fait un... Ah oui, tu célèbres les petites victoires, tu Ouais, célèbres un peu? j'apprends à le célébrer, tu vois. Je me suis fait un petit pot chez moi où, genre, je mets mes petites victoires dont je suis fière, tu vois, genre, des trucs cons, mais tu vois, ah, 1000 abonnés sur Insta, 1000 abonnés sur LinkedIn, ou parfois, c'est des mots de gens avec qui je bosse qui étaient contents. Et là, je me suis fait un album dans mon téléphone où je collectionne les mots d'amour, tu vois. Genre, dès que j'ai un feedback d'une cliente, un message positif de quelqu'un qui a écouté le podcast, quelqu'un dans mes conférences, je le screen et j'ai fait un album qui s'appelle Motivation où genre il y a une centaine de photos et je vais continuer à l'alimenter. Et ça me fait trop du bien parce que je me dis quand je commence à douter de l'utilité de ce que je fais ou tu vois que je commence à douter de moi et tout, bah
de te remotiver en revoyant ça, c'est hyper fort. Et c'est d'ailleurs Alexandre Dana qui en parle dans son livre, justement, de se faire une réserve, comme ça, un album où tu as tous les trucs qui te motivent et qui te rappellent en fait que c'est bien ce que tu fais, ça a un sens pour les autres et pour toi. Ouais, donc tu as fait cette pause pendant 2-3 mois. Ouais. Et depuis ce moment-là, est-ce que tu vas mieux déjà? C'est ma question. Et c'est quoi ta routine pour déconnecter maintenant? Comment tu fais pour gérer la charge de travail? Comment tu fais pour ne pas faire un burn-in ou potentiellement aller vers le burn-out? Comment tu gères tout ça depuis maintenant? Alors ouais, je pense que ça va mieux, mais je sais que c'est mon travers et que si tu fais pas gaffe, tu retombes très vite dans tes travers, tu vois. Ah ouais. Et donc là, par exemple, ce matin, je disais à Nina, mais en fait, là, j'ai l'impression de retomber dans le même truc, enfin de à nouveau prendre trop de projets, à nouveau avoir l'impression d'avoir fait du tri, mais de retomber là-dedans. Et du coup, de devoir refaire ce travail de priorité. Mais ce qui m'a aidé, c'est de définir, en fait, c'est quoi mes 3 objectifs de l'année et pas d'objectifs trop ambitieux. En fait, c'est de baisser le niveau d'exigence que j'ai avec moi-même. Et ça, c'était un peu difficile parce que du coup, tu as l'impression d'être moins ambitieux, de te trahir et tout. Mais en fait, juste d'être plus réaliste avec le temps que j'ai et l'énergie que j'ai. Et ça m'a fait beaucoup de bien de faire ça. Et de me dire, ouais, qu'est-ce qui est le plus important que je lance cette année? Enfin, qu'est-ce qui doit vraiment être fait cette année? Et qu'est-ce qui peut être fait plus tard? Tu vois, par exemple, là, cette année, j'ai pour objectif de passer mon permis. Il faut absolument que je le passe cette année parce qu'après, mon code expire. J'ai tellement attendu que mon code expire. Donc là, en fait, c'est des deadlines genre physiques, tu vois. Par contre, tu vois, j'ai envie d'organiser des événements avec ma communauté pour le podcast. Ça, il n'y a pas de deadline, tu vois. Genre, c'est des trucs que j'ai envie de faire. Dans 6 mois, j'aurai encore envie de le faire. Ta commu, elle est où? C'est quoi? C'est plus sur LinkedIn. vraiment podcast? Ah, ok. Ouais, LinkedIn et podcast. Et podcast Spotify, Apple Podcast ou t'as une chaîne YouTube, toi? Non. T'en as pas. Non. Instagram un peu? Un tout petit peu. Okay. Mais ouais, pour moi, c'est juste rencontrer en gros les personnes qui me suivent, qui écoutent le podcast. Et au-delà du podcast, toutes les personnes, faire un événement qui rassemble un peu plein de personnes que j'ai rencontrées dans plein de cercles différents. Et en fait, j'ai appris à repousser des projets à plus tard. Ça, c'est un truc qui m'a énormément aidé. Okay. Alors que parfois, justement, dans le milieu du dev perso, quand tu te dis repousser à plus tard, t'as trop l'impression que du coup, tu trouves des excuses et tout. Mais là, c'est pas trouver des excuses, c'est juste prendre soin de toi et de dire, OK, là, t'as lancé un truc qui te demande énormément d'énergie à gérer. Ouais. Donc déjà, gère ce premier projet. Et ensuite, une fois que ce sera mieux géré, peut-être que tu pourras, t'auras d'autres personnes qui bosseront dessus ou quoi. Là, tu te mettras sur un autre projet. Ou alors, une fois que tu auras terminé ce projet-là, tu en commenceras un autre. Et ça me demande un vrai travail de faire ça. Là, par exemple, du coup, je t'avais parlé du projet de livre tout à l'heure. J'ai dit à la maison d'édition, en fait, là, je me sens pas de faire le livre cette année, c'est trop pour moi. Et ça a été hyper dur. J'ai mis 6 mois à prendre cette décision. Et en fait, j'écrirai mon livre peut-être en 2025 ou 2026, j'en sais rien. Et en fait, c'est beaucoup plus écologique pour moi de faire ça. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est d'apprendre plus à dire non. C'est encore un taf. Mais tu vois. Tu m'as pas dit non? Non, mais parce que j'avais vraiment envie de venir. Je savais vraiment que ça allait être trop cool. Mais d'apprendre plus à dire non à des trucs, par exemple, des appels en visio. Tu vois, il y a plein de gens sur LinkedIn. T'as pas 30 minutes, on pourrait s'appeler et tout. D'apprendre à dire non à ça. Mais juste comme ça? Non, mais je dis pas. Quoi? Juste comme ça pour te parler? Oui, juste parler. Aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir conférenciers dans ma communauté, qui veulent qu'on s'appelle pour que je donne des conseils et tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est par exemple, j'ai créé un podcast qui répond aux questions pour qu'au moins, je les envoie vers le podcast, tu vois. Je sais pas, prendre 30 minutes. J'essaie de trouver un peu des méthodes comme ça. J'essaye de trouver des façons polies de dire non aussi, tu vois. Genre, si tu poses-moi tes questions à l'écrit, par exemple, et je te réponds en asynchrone. Ça m'aide à me protéger. Et ce qui m'aide aussi, c'est en fait sacraliser mes week-ends. Vraiment ne plus bosser le week-end. Ne pas me dire que c'est une option, quoi. Genre là, je veux plus ouvrir mon ordinateur le week-end pour le taf. Et prévoir, voir des potes, faire des trucs qui me... En dehors, qui me sortent de l'entrepreneuriat et de LinkedIn et de tout ça, tu vois. Juste des activités créatives, des activités pas productives, tu vois. Où limite d'apparence, t'as l'impression que tu perds ton temps. Mais tu vois, moi, je suis la plus heureuse quand je passe un week-end à lire ou quand je passe un week-end à lire des romans, tu vois, pas des livres business. Genre à lire des romans, tu vois, je fais des puzzles. Donc, genre, je peux passer une journée à mettre des pièces ensemble. Ça n'a aucune productivité, tu vois. J'avance sur aucun business en faisant ça. Mais juste, ça me fait tellement du bien de faire ça, d'être déconnectée, de juste faire un truc avec mes mains. Tu vois, c'est vrai, hein, c'est des trucs cons.
qui font du bien, en fait, qu'on Ouais. a oublié de faire parce qu'on est à fond en productivité, C'est en simple en fait. Enfin, business. on en parlait avec Alexandre, au final, les trucs qui font du bien, on les connaît, c'est genre le sport, l'alimentation, mieux dormir et tout. Mais ça demande en fait de prendre des décisions en amont et d'avoir moins de priorités et moins Ouais. d'exigences avec toi-même, tu vois. Et je trouve que c'est vachement difficile de réduire son niveau d'exigence. Euh, Mais en fait, c'est aussi choisir ses batailles, tu vois. Donc là, par exemple, à un moment, tu vas dire, bah, la bataille, ça va être l'argent quand t'es entrepreneur, parce que tu te lances et au bout d'un moment, il faut en vivre. Et après, à un moment, une fois que tu as résolu le problème d'argent, là, c'est plus. T'as d'autres problèmes, on va dire. T'as des problèmes plus d'organisation, dans quel sens tu vas, qu'est-ce que tu choisis de faire, quel projet tu décides de lancer ou pas. Et, moi, c'est choisir de lancer moins de trucs, en fait. Et au lieu de lancer tout le temps des trucs différents, faire la même chose. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est cette phrase au lieu de vouloir taper 10 fois à 10 endroits différents, tape 10 fois au même endroit. Ouais. Et tu vois, par exemple, j'organisais là pour la 5e fois la même conférence. Et en fait, du coup, bah, la landing page, elle est déjà prête. Les places, maintenant, elles se vendent hyper facilement parce que les gens, par bouche à oreille, ils se recommandent. Donc, j'ai plus besoin de faire d'efforts de com. Et du coup, maintenant, organiser une conférence, ça me demande limite 2-3 heures, tu vois. Enfin, j'abuse, mais presque. Ouais. Alors que avant ma première conférence, celle-là, ça m'a demandé des heures et des heures. Mm. Et tu vois, bah, si tu fais la même, t'as toujours t'as toujours du kiff de la faire, mais en même temps, ça demande énormément moins d'énergie que relancer un nouveau truc où t'as pas de lieu, où t'as pas les financements et tout. Donc je pense que c'est ça que j'apprends à faire. Mais franchement, c'est frustrant d'un côté de dire que même quand t'as l'impression d'avoir fait le travail, tu retournes dans tes travers, quoi. Moi, franchement, limite, je suis en mode, mais je pensais que j'avais résolu ce problème, et en fait, il revient. Comme un serpent qui a des têtes, là, t'en coupes une, il y en a deux qui repoussent, et t'en pousses, et t'en as deux qui repoussent. Mais je pense que ça prend du temps, de trouver sa manière de travailler, le truc l'organisation saine pour soi, quoi. Je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et un autre truc qui est dur aussi, c'est que plus t'évolues et plus t'as des opportunités. Et donc, du coup, bah, en fait, plus tu dois dire non à des trucs ou mieux choisir parce que bah, au début, t'as pas d'opportunités, donc tu les cherches, justement, tu en as besoin. Et puis après, bah, quand on a plus qui s'ouvre à toi, ton enjeu, c'est plutôt de savoir dire non, quoi. Du coup, est-ce que tu mets en place des choses pour ne plus te comparer? Genre arrêter les écrans. Enfin, ça, j'avais vu que tu le faisais. Ouais. Mais est-ce que tu continues ou c'est dur? Moi, par exemple, tu vois, je sais qu'à 22h, et c'est peut-être trop tard, mais maintenant, je vais peut-être faire 9h, plus d'écran. Ouais. Plus personne peut me contacter, je vais pas sur Insta, je vais pas... Tu vois, à partir de 10h, le téléphone, il n'existe plus, quoi. Ça, c'est trop bien. Ouais, ce que j'ai mis en place pour moins me comparer, bah, je pense que c'est dans mon état d'esprit, il y a des choses qui ont changé, tu vois. Déjà, je me suis rendu compte que ça sert à rien de te comparer. Enfin, j'aime bien cette phrase, compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, j'ai accepté que, genre, souvent, je me comparais à des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi ou des gens qui n'étaient pas dans la même situation que moi. Ouais. Et donc, ça n'avait aucun sens de me comparer à eux parce qu'ils vivaient pas la même réalité. Grave. Et du coup, la seule chose que tu allais t'apporter, c'est de faire du mal et de te trouver pas assez. Autre truc qui m'a aidé à moins me comparer, bah ouais, c'est passer moins de temps sur les réseaux, ça c'est clair. Et partager plus les coulisses avec des entrepreneurs, justement, ça je trouve que c'est hyper puissant. Ouais. C'est parce que parfois tu te compares à des gens et t'as l'impression que leur vie elle est trop cool. Sauf qu'en fait, dans la réalité, leur vie elle est pas du tout cool. Et juste, tu le sais pas parce que sur les réseaux, tout le monde a l'air d'avoir une vie parfaite. Mais c'est prendre conscience que ce que tu vois sur les réseaux n'est pas la réalité. Et maintenant, j'en ai beaucoup plus conscience, tu vois. Alors qu'avant, je prenais ça pour la réalité, tu vois. Je me disais, ah bah regarde, elle vit sa meilleure vie et tout. Alors que maintenant, je me rends compte à quel point tu peux avoir pas une double vie, mais laisser penser quelque chose et en fait, dans la réalité, vivre un truc totalement différent. Ouais, grave. Et ça fait peur d'un côté qu'il y ait autant ça sur les réseaux parce que tu te dis, mais t'as l'impression que tout le monde ment à tout le monde et ça ferait du bien en fait qu'on connaisse plus. Justement, bah, c'est pour ça que je trouve ça trop cool ce que tu fais sur ce podcast, que tu saches en fait à quoi ça ressemble vraiment la vie de quelqu'un, quels sont ses vrais doutes, ses vraies peurs. Tu vois, j'ai écouté par exemple un podcast de Jérémy Ferrari sur le podcast de... Avec Louise. Ouais, avec Louise. J'ai commencé, ouais. Et en fait, j'étais choquée. J'aurais jamais pensé que le mec avait autant justement de sujets sur la santé mentale, tu vois. Bah ouais. Et lui, il a pris cher, hein. Ouais, c'est un alcoolique, c'est ça? Ouais, c'est un alcoolique. Tu vois, enfin, il était en cure assez longtemps. Puis, il n'y a pas que l'alcool, tu vois, il y a plein d'autres trucs qu'il a. Lui, je crois qu'il a un fort TDAH et qu'il a très mal vécu.
Et en fait, quand j'ai écouté son podcast, je me dis, bah, en fait, moi, ce mec, j'aurais cru, bah, il a tout pour. C'est bon, il a réussi, il remplit des Bercy ou des Olympia, enfin, je sais pas, mais toutes les salles, elles sont hyper Mm. sold out et tout. Et en fait, je me demandais à ce moment-là, est-ce qu'il faut, genre, limite, passer par là pour réussir, tu vois? Enfin, est-ce que les personnes qui sont pas les plus en souffrance sont pas celles qui réussissent le mieux? J'ai l'impression. Et tu sais, ça fait pas flipper de se dire ça? De se dire, les personnes qui sont le plus en souffrance réussissent le mieux? Parce que si t'as env non, enfin, si tu envie de réussir dans ce que tu fais, hem, est-ce que, genre, le fait de pas avoir soigné certaines blessures fait que tu réussis mieux? Par exemple, Ah, hem, lui, par exemple, il parlait beaucoup de son ego et il disait: «Ouais, bah, clairement, je pense que tu remplis pas des grosses salles si t'as pas un gros ego». Et en fait, il disait que son ego était un peu un moteur, sans qu'il s'en rende compte. Et d'un côté, tu dis que si tu guéris ça, bah, du coup, t'es plus heureux parce que, tu moins cette recherche permanente, mais en même temps, tu dis que tu moins la faim qui t'a emmené ici, tu vois? mais grave. Et donc du coup, bah, forcément, tu moins d'ambition. Et moi, en fait, je Ouais. pense que j'ai moins d'ambition qu'avant. Heu, En fait, plus j'évolue, je travaille sur moi-même, plus je pense que j'ai moins d'ambition parce que, bah, justement, j'ai moins ce besoin de me prouver des trucs et tout. Et je suis plus en mode, take it easy, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Tranquille. Mais ouais, je pense que je suis moins ambitieuse qu'il y a 3 ans et en même temps, plus ambitieuse à la fois parce que, vu que j'ai accompli certaines choses, j'ai plus la confiance de ce que je suis capable de réaliser après, Ouais. tu vois? Mm. En fait, je pensais pas que je suis moins ambitieuse, c'est que je suis moins pressée. Je veux toujours accomplir des grandes Ouais. choses, mais au lieu de me dire que je dois les accomplir en 2 3 ans, je me dis que je vais les accomplir à 10 ans, tu vois? Mm. J'ai plus cette vision long terme, Ouais, alors ouais. qu'avant, j'étais plus en mode: «Oh là là, il faut que je fasse tout maintenant» et que j'ai réussi à faire beaucoup de choses Mm. en un laps de temps très Ouais. court. Franchement, je me reconnais à fond, hein. Pareil, j'ai l'impression d'être moins ambitieux, mais en même temps, la santé, quoi. Ouais. Enfin, tu te dis, moi, c'est parce que je pense que j'ai touché le fond. J'espère que c'était le fond. Mais ouais, clairement, bah, tant pis, ça va prendre plus de temps, quoi. Tu sais, tu as cette fameuse phrase, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. J'adore cette phrase. Bah, voilà, tant pis, ça prendra le temps que ça prendra et puis c'est la vie, quoi. C'est comme ça, pas besoin de se forcer, hein. Mais oui, c'est vrai que ça fait moins ambitieux parce que, tu te fixes moins de limites, enfin, tu te fixes pas une deadline genre: «En 1 an, il faut que je fasse tout ça», tu vois? Ouais. Non, mais Ouais, clairement, moi, franchement, je pense que quelqu'un qui regarde mes objectifs annuels, il se dit: «Oh, c'est pas ambitieux», tu vois? ouais, Genre, mais moi, je suis OK avec ça et c'est même trop presque ambitieux par rapport à ce que j'ai à ouais. faire cette année, tu Mmh. vois? Donc, ça enlève une énorme pression, je trouve, de se dire, «OK, t'as 10 ans pour, enfin, t'as même plus que 10 ans, t'as toute une vie pour réaliser ta vision Ouais, grave. et prends les choses, une par une». Et tu vois, c'est un peu je vais faire ma pub, mais enfin, d'une sur LinkedIn, je recommence à poster parce que j'avais arrêté, parce que j'avais pas l'énergie. J'ai désert mental. Et ouais, dès le moment, même LinkedIn, hein, même si je pense qu'il y a plein de gens qui sont ultra authentiques et qui racontent vraiment ce qu'ils font, mais dès que tu ouvres, bah, forcément, c'est la comparaison. Parce que tu vois que des gens qui ont réussi à faire telle ou telle chose, à faire tel ou tel CA, ben, inconsciemment, tu vas te comparer. Et moi, en fait, je vais faire des posts trop normaux, quoi, je crois. Tu vois? Enfin, je vais raconter la vie, quoi. Et que c'est dur, et c'est tout. Et ça fait un peu Calimero, genre le mec qui pleure tout le temps et tout, mais en même temps, personne le fait, quoi. Heu, Raconter les vraies choses, quoi. Ouais, mais tu sais que moi, parfois, je m'en veux. Parce que je me dis, Julia, toi, tu prônes le fait de partager ta vulnérabilité. Mais parfois, quand je regarde mes publications, je me dis, mais toi aussi, tu partages que tes réussites. Et je me dis, mais en fait, moi-même, je n'incarne pas encore assez le truc. Parce qu'en fait, partager sa vulnérabilité, ça demande une certaine solidité émotionnelle. Ça demande d'être Ouais, assez à l'aise avec le fait de partager tes erreurs et tout. ouais. Et en fait, plein de gens n'ont pas cette force-là. Tu vois, c'est un Ouais, vrai. ouais. Enfin, c'est une mise à nu, tu vois, de partager tes erreurs, Mmh. surtout quand tout le monde t'idéalise un peu et tout. Ouais. Et du coup, c'est tellement plus confortable de partager quand ça va que très peu de gens partagent quand ça va pas. Et du coup, tout le monde se met à partager que ce qui va. Mmh. Et t'as l'impression que tout le monde va bien et que tout le monde réussit. Mmh. Alors qu'en fait, tout le monde est en train de se poser plein de questions. Mais de Tout le ouf! monde est en train de douter de lui-même, etc. Bah, ouais. Ou alors, genre, enfin, c'est pas parce que tu réussis que t'es heureux, quoi. Donc peut-être qu'ils réussissent, mais qu'ils sont pas heureux. Ouais, grave. Mais ça, tu le sais pas parce que bah, Mmh. ça, ils en parlent à leur psy, à leurs potes, Ouais. mais ils en parlent pas sur LinkedIn, Mmh. quoi. Et... Ou alors, ils en parlent parfois longtemps après, tu vois. Mmh. Enfin, ils parlent de comment ils étaient pas bien, mais Ouais. longtemps après l'événement. Et moi, tu vois, c'est mon combat, hein. Mais c'est trop bien. Je me Mais dis: «Mais, franchement», parce que j'ai aucun problème à montrer mes émotions, quoi. mm, Enfin, ma vulnérabilité, je sais pas pourquoi personne le fait, en fait. Et là, tu vois, je vais lancer un accompagnement
J'ai fait un build-in public pour mettre la pression, tout simplement. Tu vois, tu sais, le fameux manque d'énergie, machin. Je suis pas assez ambitieux, machin. Bon, bref. Et tu sais quoi, peut-être autant ça va fail. Et je vais le montrer en direct que c'était nul, en fait, cette idée, et que ça va pas marcher du tout. Et pour aider les gens, justement, à pas forcément, je vais leur promettre de faire des millions ou faire plein d'argent, mais juste trouver votre voie, en fait, et montrer. En fait, les premiers modules, ça va être c'est quoi l'entrepreneuriat, en fait. T'es prêt, t'es pas prêt. Et si t'es pas prêt, c'est pas grave, viens pas. Mais c'est ça la réalité, en fait. Et je pense que ça, tu vois, je sais pas si c'est une question que tu t'es posée, mais est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, quoi? Non. C'est un rêve qu'on est en train de vendre, là, qui est un peu Non, je partout. pense que pas du tout. Mais en vrai, non. Enfin, Ouais, non. c'est galère de dingue. Et c'est fou que personne n'en parle. Ouais, non, mais je pense que c'est clairement pas fait pour tout le monde. Et moi, je pense qu'avant, j'essayais trop de convertir tout le monde. Ouais. Genre, je vous jure, c'est trop bien et tout. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour tout le monde. Il y a trop de gens, ils ont envie d'avoir cette stabilité-là, d'avoir un revenu tous les mois. Et c'est totalement normal. C'est limite logique, en fait. Ouais, c'est logique, en Tu vois, fait. enfin, Ouais, c'est limite l'inverse qui est inquiétant. Genre, pourquoi tu veux avoir des revenus hyper réguliers et stressé de pas avoir assez d'argent le mois prochain? pourquoi tu veux vivre Pourquoi dans tu veux pas être l'incertitude entrepreneur? Pourquoi tu veux vivre dans l'incertitude toute ta vie? Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Non, mais je pense que c'est clairement pas fait pour tout le monde. Au niveau stress que ça a, résilience, devoir se réinventer et tout. Ouais. Et c'est une bonne chose en fait que c'est pas fait pour tout le monde. Heureusement, Oui. si il y avait que des entrepreneurs, on manquerait clairement de métiers dans cette vie. Ce serait n'importe quoi. Ce serait n'importe quoi. Heureusement que pas tout le monde l'est. Mais ouais. Et tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de formateur, de coach, de formation où il y a ce disclaimer avant. Ouais, Genre, c'est pas fait pour tout le monde. ouais, et regardez comme ça va être dur, en fait, ce qui va arriver. Trouvez d'abord votre voie, votre zone de génie, et peut-être qu'en fait, vous allez kiffer de ouf d'être dans le salariat. Hein. Et restez-y. Ouais. Tu vois. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, ils pensent que l'entrepreneuriat, ça va être parfait pour eux. Mais en fait, ils pourraient devenir heureux dans leur taf, peut-être. Ouais. Ou trouver un autre Un taf. autre taf, exactement. Où ils pourraient vraiment, vraiment se sentir bien, se sentir heureux, se sentir alignés avec ce qu'ils sont. Et ouais. Enfin, et ça, on ne le dit pas assez, quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi, je trouve ça que c'est cool, je trouve, de lancer un side project. Tu vois? Ouais, clairement. En parallèle de ton taf, tu testes. Moi, c'est ce que Bah j'ai oui. fait, du coup. Toi Ouais. aussi, c'est ce que tu fais. Ouais. Même si c'était lancé dans l'entrepreneuriat avant. Mais tu vois, de construire les choses petit à petit. Après, il y a des gens qui sont adeptes de la stratégie skin in the game, tu vois. Genre, allez, je me mets dans une situation où j'ai pas le choix, où je dois me donner à fond. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Ça n'a pas marché. Quoi. Ouais. Alors que j'ai toujours réussi quand j'étais dos au mur. Quand c'était en mode, vas-y, il n'y a plus le choix. J'ai pas de plan B et plan A. Pas de plan B. Pas de plan B, bah en fait, ça n'a pas marché. Et le problème, c'est que t'en as encore qui disent ça, tu vois. Ouais, non, mais moi, j'ai pas de plan A. Mon seul plan B, c'est de réussir mon plan A. Ouais, mais en fait, non. Tu vas avoir 95% des gens, ils vont se planter. Donc, et ouais, c'est dommage. Écoute, je crois qu'on a fini, Julia. Il me reste les petites questions de la fin. Où tu vas mettre une note entre 1 et 5 sur les différents thèmes. Si je te dis amour de 1 à 5, on n'en a pas parlé, mais c'est pas grave. Là où j'en suis dans ma vie amoureuse de 1 à 5 ? Ouais, l'amour dans ta vie, amour des gens. Comme tu veux. Ok. 3. 3. Ok. Pourquoi si bas ? Qu'est-ce qui te manquerait pour aller à 4 ? Enfin, pourquoi si bas ? C'est la moyenne, mais... Moi, j'avoue, bonne question. Non, mais en fait, je pense que je suis hyper épanouie dans mes relations familiales et amicales. Et professionnelles aussi. Mais c'est juste dans mes relations amoureuses. Je sais pas trop où j'en suis dans ma vie. C'est le désert. C'est plutôt l'incompréhension de ce que je veux. Ah, ok. Ouais. Qui me fait poser des questions. Mais en vrai, je suis bien au niveau relations, les autres relations. Ouais. Donc, je suis plutôt bien au niveau relationnel. Moi, si tu m'avais dit relationnel, j'aurais dit 5. Ok. Mais amour... 0. Ok. Ça prend du temps hein, de savoir. De se connaître, en fait. Ouais. De savoir ce qu'on veut dans les relations amoureuses. C'est très, très long. Très dur. Mais bon, c'est avec, je pense, les expériences aussi que tu apprends. Ça fait le gros papa qui parle. Amitié, du coup. Amitié, 5. Ouais. Tous tes amis, là, tu me disais qu'ils sont à Paris. Enfin, ouais, maintenant, que ils sont des amis à Paris. Okay. Et mes meilleurs potes quasiment sont à Paris, du coup, je suis hyper contente, je les vois. Ok. Famille 5. 5 Ouais. C'est beau. Business La question qui tue. Ouais.
Bah, je mettrais 3-4. Parce que j'ai toujours l'impression de pas encore être là où j'aimerais être. Et en même temps, je suis hyper épanouie dans ce que je fais, mais c'est là où je vois le plus de marge de progression, on va dire. Je Et pense t'as que c'est ça aussi. t'as de la marge. Ouais. Et j'ai de la marge, j'entends, mais ouais. Ouais. Et santé, du coup. Santé, je dirais 3-4. Ouais. Parce que j'ai pris pas mal de poids là ces 2 dernières années. Euh, je pense que c'est lié au fait que je suis beaucoup moins active qu'avant, tu vois. Je fais moins de sport, je suis beaucoup assise. euh, et que mon corps change aussi, tu vois. Donc j'ai un peu du mal à l'accepter. Mais je pense que si, ouais, au niveau santé, j'ai pas la meilleure routine au niveau. Enfin, j'essaye de faire le plus gaffe possible, tu vois. Enfin, franchement, je fais vachement gaffe à mes repas. Ouais. J'essaie de bien dormir, de pas trop tirer. Mais je pense que c'est là aussi où j'ai une très bonne marge de progression sur prendre plus soin de mon sommeil, en faire moins. Tu vois, ça serait déjà une belle marque de santé de faire moins de trucs. Mais tu sais, ça, j'ai l'impression, et on va finir sur ça, mais il y a aussi ce truc de comparaison de être un entrepreneur et avoir une vie ultra saine. Genre se coucher à 9h, faire du sport, prendre une douche froide, enfin, tous ces trucs-là. C'est pas que tu te compares, mais tu as l'impression que tout le monde arrive à le faire. Moi, c'est galère pour moi de vraiment être ultra discipliné. Même si c'est un goal, enfin, c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller, mais j'ai l'impression que c'est pas simple. Ouais, en fait, je me demande dans les faits combien de gens ont vraiment une vie hyper saine, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y en a pas tout le temps. Enfin, il y en a pas beaucoup. Et même les gens qui font peut-être des vidéos sur comment avoir une vie hyper saine, s'il faut, dans les faits, ils ont peut-être pas. Ouais, grave. Tu sais, parfois, tu donnes des conseils et au final, toi-même, t'arrives pas toujours à les respecter. Donc, je pense qu'il faut aussi mettre de la distance avec ce qu'on voit. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Moi, je vois si j'ai un truc à achieve cette année, ce serait d'être discipliné sur mon sommeil. Tu vois. Et de me lever à 5-6 heures du mat. Tous les jours. J'aimerais trop. Parce que ça me ferait tellement gagner du temps. Je serais productif le matin. Je pourrais travailler aussi continuer mon travail. Enfin, quand tu as trop de projets en même temps, c'est le seul truc que j'ai trouvé qui pourrait vraiment changer un peu ma vie. Être discipliné sur le sommeil et me lever te coucher à quelle heure? 20h, 9h. 20h, 21h. Enfin, aller dans le lit à 20h ou 21h. Et puis. Mais bon, je dis ça, je galère. C'est quoi ton rythme habituel, enfin actuel? C'est horrible. Je peux me coucher à minuit, 1h du mat. Ouais. Et me lever à 8h, quoi. Ouais. C'est pas horrible. Non, mais je veux dire, je manque de sommeil. Quand je me lève, je suis fatigué. Ok. Et ouais, des fois, le week-end, je vais pouvoir faire une grasse mat. Tu vois, genre à 10h, 11h. Ouais, non, c'est fou. Donc, ouais, compliqué ça. Écoute, Julia, merci. Après cette interview fatigante. On a plus d'énergie. Mais c'était trop cool de t'avoir. Franchement, c'était trop bien. Merci beaucoup, Mike. D'avoir ta vision sur tout, sur entreprendre à 23 ans, le burn-in, le burn-out, les bonnes routines. J'espère que vous allez appliquer, que vous allez écouter Julia. Et puis, à la prochaine. Yes. Ciao. Merci beaucoup.